Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je m'appelle Hélène Dupont et j'ai 66 ans. Ce que je vais vous raconter a changé ma vie à jamais. Les funérailles de mon mari Gérard furent le jour le plus silencieux de mon existence. Pendant 42 ans, il avait été mon partenaire, mon refuge, ma raison de vivre. Maintenant, je me tenais debout près de son cercueil, le cœur brisé en 1 million de morceaux, me demandant comment j'allais pouvoir continuer sans lui. Nos fils, Baptiste et Damien, se tenaient à proximité avec des expressions que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer. Quelque chose n'allait pas. Leurs larmes semblaient forcées, leurs étreintes froides comme la glace. Je les avais élevés avec tout l'amour qu'une mère pouvait donner. Mais quelque part en chemin, ils étaient devenus des étrangers pour moi. C'est à ce moment-là, alors que je déposais une dernière rose sur le cercueil de Gérard, que mon téléphone vibra dans ma poche. Un message d'un numéro inconnu apparut sur l'écran. Je suis toujours vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai rapidement tapé une réponse. Qui êtes-vous? La réponse est arrivée immédiatement. Je ne peux pas le dire. Il surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Ce moment a déchiré mon âme en deux. J'ai levé les yeux vers Baptiste et Damien, tous deux beaux dans leurs costumes noirs coûteux, tous deux ayant l'air étrangement calmes pour des hommes qui venaient de perdre leur père. Mon sang s'est glacé. Que se passait-il? Étais-je en train de perdre la raison à cause du chagrin? Maman, tu vas bien? Baptiste s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. Son toucher, autrefois réconfortant, m'a maintenant envoyé un frisson dans tout le corps. Je vais bien, ai-je menti en glissant le téléphone dans ma poche. Je dis juste au revoir. Alors que les funérailles se poursuivaient, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce message étrange. Ce devait être une plaisanterie cruelle. N'est-ce pas? Gérard ne pouvait pas être encore en vie. J'avais identifié son corps moi-même à l'hôpital. Pourtant, quelque chose en moi, un instinct que je ne pouvais pas expliquer, murmurait qu'il y avait plus dans la mort de Gérard que ce que je savais. Pendant 42 ans, Gérard avait été le centre de mon monde. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans à Fontaine-les-Prés, un petit village où tout le monde connaissait tout le monde. Nous avons grandi sur les mêmes chemins de campagne poussiéreux, partageant des rêves modestes et des plaisirs simples. Je faisais des ménages pour soutenir ma mère malade, tandis que Gérard réparait des vélos dans un petit atelier qu'il avait hérité de son père. Nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Nous avions quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, un amour véritable. Je me souviens de la première fois qu'il m'a parlé. C'était un mardi matin, et je marchais vers le marché du village dans ma robe verte délavée et mes chaussures usées. Il est sorti de son atelier avec les mains tachées de graisse et m'a souri avec une timidité qui a fait battre mon cœur. « Bonjour Hélène », a-t-il dit de sa voix douce. « Tu as besoin que je jette un coup d'œil à ton vélo ?» Je ne possédais pas de vélo, mais je me suis retrouvée à inventer une excuse juste pour lui parler. Cette conversation s'est transformée en rendez-vous sous le grand vieux chêne de la place du village, puis en promesse d'amour éternel, et finalement en un mariage simple plein d'espoir et de rêves. Les premières années ont été difficiles. Nous vivions dans une maison de 2 chambres avec un toit en tôle qui fuyait quand il pleuvait. Nous disposions des casseroles partout dans la maison pour recueillir l'eau, mais nous étions heureux. Gérard travaillait du lever au coucher du soleil dans son atelier, et je cousais des vêtements pour les femmes du village. Quand Baptiste est né, j'ai cru que mon cœur allait éclater de bonheur. C'était un beau bébé avec les grands yeux de son père et mon sourire. 2 ans plus tard, Damien est arrivé, tout aussi parfait. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs. Gérard était un père merveilleux. Il les emmenait pêcher dans la rivière le dimanche, leur apprenait à réparer des choses de leurs mains et leur racontait des histoires avant de dormir. Je les nourrissais, les habillais et les réconfortais quand ils pleuraient. Nous étions une famille unie, du moins c'est ce que je croyais. En grandissant, les choses ont commencé à changer. Baptiste, l'aîné, a toujours été ambitieux. Dès son plus jeune âge, il demandait pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Damien suivait son exemple en tout, comme il avait toujours fait. Quand Baptiste a eu 18 ans, Gérard lui a proposé un emploi à l'atelier, mais il a rejeté avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi, papa », a-t-il dit. « Je vais devenir quelqu'un d'important. » Ces mots ont profondément blessé Gérard, même s'il ne me l'a jamais avoué. Je le voyais assis sur la terrasse le soir, regardant les étoiles avec un air de tristesse. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais toute sa façon de vivre. Les années ont passé et, à ma grande surprise, Baptiste a réussi à se faire un nom dans le monde des affaires. Il a obtenu un emploi dans une agence immobilière en ville. Damien a suivi peu après.
Ils ont tous les deux commencé à gagner de l'argent, bien plus que Gérard et moi n'en avions jamais vu. Au début, j'étais fière. Mes fils avaient accompli ce que nous n'avions jamais pu faire, échapper à la pauvreté et construire une vie meilleure. Mais petit à petit, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites sont devenues moins fréquentes. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts. Quand ils venaient, ils arrivaient dans des voitures coûteuses, habillés de costumes élégants, parlant d'investissement et de propriété. Baptiste a épousé Céline Martin, une femme de la ville qui n'a jamais caché son dédain pour notre mode de vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, elle est arrivée avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans la terre de notre terrasse et une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que tout ce que je possédais. Enchantée, a-t-elle dit avec un sourire forcé, tendant à peine le bout de ses doigts pour me saluer. Ses yeux ont parcouru notre humble maison avec une expression qui m'a fait me sentir petite et insignifiante. Pendant le dîner, Céline a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Elle la déplaçait dans son assiette et coupait de minuscules morceaux, mais ne mangeait presque rien. La prochaine fois, on les emmènera au restaurant, a chuchoté Baptiste à son oreille, pensant que je ne pouvais pas entendre. Mais j'ai entendu. Chaque mot a percé mon cœur comme un couteau. Damien est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Ses visites se limitaient aux occasions spéciales, et même alors, il semblait toujours pressé de partir, vérifiant constamment son téléphone. « Maman, je dois y aller », disait-il toujours avant l'heure. « J'ai une réunion importante tôt demain matin. » Les dimanches en famille sont devenus un souvenir lointain. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportaient des cadeaux coûteux dont nous n'avions pas besoin, restaient 2 ou 3 heures, puis partaient avec un soulagement évident. Gérard et moi avons vieilli seuls, nous réconfortant mutuellement. Il continuait à travailler dans son atelier, même si ses mains n'avaient plus la même force. Je continuais ma couture, mais mes yeux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Nous nous débrouillions avec nos petits revenus, fiers de ne rien demander à nos fils qui avaient réussi. « Tu sais ce qui est le plus triste, Hélène ?» m'a dit Gérard un soir alors que nous buvions notre café sur la terrasse. « Ce n'est pas qu'ils aient de l'argent. C'est que l'argent les a fait croire que nous ne sommes plus importants. » Il avait raison. Comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement. Ils avaient changé dans leur cœur. Nous n'étions plus leurs parents bien-aimés. Nous étions un rappel inconfortable d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré quand Baptiste a acheté une maison de 200 000 € dans un quartier chic de la ville. Damien a fait de même peu après, investissant dans un appartement de luxe qui coûtait 150 000 €. Soudain, nos fils étaient propriétaires de fortunes que nous ne pouvions même pas imaginer. « Vous devriez vendre cette maison et emménager dans une maison de retraite », a suggéré Céline lors d'une de ses rares visites. « Il y a des endroits très bien pour les personnes de votre âge. Vous seriez plus à l'aise. » Le mot maison de retraite m'a frappé comme une gifle. Après 40 ans à construire notre foyer, après avoir élevé ses fils avec tant d'amour, il voulait nous envoyer au loin. « Nous n'avons pas besoin d'une maison de retraite », a répondu Gérard avec la dignité qui le caractérisait toujours. « Nous allons très bien ici, dans notre maison. » Mais j'ai vu l'expression sur les visages de Baptiste et Damien. Ils soutenaient l'idée de Céline. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus commode. C'est alors que les suggestions plus directes ont commencé. Baptiste est arrivé un jour avec des papiers à la main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman », a-t-il dit avec ce faux sourire qu'il avait perfectionné. « J'ai réfléchi à votre avenir. Cette maison vaut au maximum 10 000 €. Si vous la vendez, je peux ajouter un peu d'argent pour que vous puissiez déménager dans un endroit mieux. » Pour nous, il n'y avait pas de meilleur endroit que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Baptiste ne comprenait pas cela. Pour lui, tout se résumait à des chiffres, à une valeur monétaire. De plus, a-t-il continué, je pense que papa devrait prendre sa retraite de l'atelier. Il a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Gérard l'a regardé avec une tristesse infinie. Mon fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me maintient en vie, ce qui donne un sens à mes journées. Mais tu pourrais te blesser, a insisté Damien, soutenant son frère comme il le faisait toujours. À ton âge, un accident pourrait être très dangereux. Leurs paroles sonnaient attentionnées, mais je sentais quelque chose de plus derrière elles, une impatience, une urgence que je ne parvenais pas tout à fait à saisir. Les mois suivants ont été tendus. Mes fils ont augmenté la pression pour que nous vendions la maison. Ils ont amené des agents immobiliers sans nous prévenir. Ils ont fait évaluer la propriété sans notre permission. « Écoutez », a dit Baptiste lors d'un dîner particulièrement inconfortable. « Céline et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses.
Si vous vendez la maison et déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être un héritage anticipé. Un héritage anticipé. Il nous demandait notre héritage alors que nous étions encore en vie. L'audace de cette demande m'a laissé sans voix. Gérard est resté calme, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Mon fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous sommes vivants, nos décisions nous appartiennent. Ne soyez pas têtu, a coupé Damien avec une dureté que je n'avais jamais vue chez lui. Vous êtes vieux maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Gérard et moi sommes restés éveillés à parler jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité que nos fils ne soient pas les personnes que nous pensions avoir élevées. Quelque chose ne va pas, Hélène, m'a dit mon mari avec un regard inquiet que je n'avais jamais vu dans ses yeux. Ce n'est pas juste de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'avais aucune idée à quel point ces paroles étaient profondément justes. Je ne pouvais pas imaginer que mes propres fils planifiaient quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Je ne savais pas que la tragédie qui approchait ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Baptiste remontait à 3 semaines avant la mort de Gérard. Il est venu seul, sans Céline, et avait l'air plus sérieux que d'habitude. « Maman », a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine où il avait pris son petit déjeuner tant de fois quand il était petit. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Damien et moi prendrons toujours soin de toi. » Ces paroles m'avaient apaisé à ce moment-là. Mais maintenant, en m'en souvenant près de la tombe de Gérard, elles m'ont fait frissonner. Pourquoi avait-il dit quoi qu'il arrive? Que savait-il que j'ignorais? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Gérard était parti tôt pour l'atelier, comme il le faisait chaque jour depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine en train de préparer son déjeuner préféré, du pain de viande et de la purée de pommes de terre, quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé le sang. Madame Dupont, a demandé une voix que je ne connaissais pas. J'appelle du centre hospitalier de Fontaine. Votre mari a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. Les mots se sont brouillés dans mon esprit. Le monde s'est arrêté. Mes jambes sont devenues comme du coton. J'ai dû m'accrocher au cadre de la porte pour ne pas tomber. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Est-il en vie? Madame, s'il vous plaît, venez le plus vite possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar flou. Ma voisine, Martine Leroy, a dû me conduire parce que je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Pendant tout le trajet, mon esprit refusait de traiter ce qui se passait. Gérard était prudent, méticuleux dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Baptiste et Damien étaient déjà là. Cela m'a surprise parce que personne ne les avait encore prévenus, du moins pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas prêté attention à ce détail. Maman, a dit Baptiste en me serrant dans ses bras avec une force qui semblait sincère. Papa est en mauvais état. Les médecins disent qu'une des machines de l'atelier a explosé. Il a de graves brûlures et un traumatisme crânien. Les yeux de Damien étaient rouges, mais quelque chose dans son expression semblait faux. Il avait l'air plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes plutôt que quelqu'un qui souffre pour son père. Est-ce qu'on peut le voir? Ai-je demandé, désespéré. Seulement la famille proche, un à la fois, et pendant 5 minutes maximum, a expliqué l'infirmière. Quand je suis entrée dans cette chambre de soins intensifs, mon cœur s'est effondré. Gérard était branché à une 12aine de machines, avec des bandages couvrant la majeure partie de son visage et de ses bras. Je le reconnaissais à peine. Sa respiration était laborieuse, artificielle, maintenue par des machines qui bipaient constamment. Je me suis approchée de son lit et j'ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. Gérard, mon amour, je suis là. Tout va bien se passer. Tu vas te remettre comme tu le fais toujours. Pendant un instant, j'ai senti une légère pression dans ma main. Ses yeux ont bougé derrière ses paupières fermées. Il se battait. Mon guerrier se battait pour revenir vers moi. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital, dormant sur des chaises inconfortables dans la salle d'attente. Baptiste et Damien se relayaient pour m'accompagner, mais ils semblaient toujours plus intéressés à parler aux médecins qu'à réconforter leur père. J'ai surpris des conversations fragmentées que je ne comprenais pas tout à fait à l'époque. Damien posait des questions sur l'assurance maladie, sur le coût du traitement. Baptiste était au téléphone, parlant de police d'assurance vie et de bénéficiaires. « Maman », m'a dit Baptiste le 2e jour. « Nous avons vérifié l'assurance de papa. Il a une assurance vie de 50 000 €.
Il y a aussi une assurance accident du travail, qui pourrait couvrir jusqu'à 75 000 € de plus. Pourquoi me parlait-il d'argent alors que Gérard se battait encore pour sa vie? Pourquoi se souciait-il de l'assurance au lieu de la guérison de son père? Je me fiche de l'argent, ai-je répondu sèchement. Je veux juste que ton père aille mieux. Bien sûr, maman, a-t-il dit, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'ai pas aimé. Une froideur, une calculatrice qui tournait pendant que son père gisait mourant. Le 3e jour, les médecins nous ont donné la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Perret, un homme plus âgé avec une expression compatissante, nous a réunis dans un petit bureau. Madame Dupont, a-t-il commencé doucement. L'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que nous ne le pensions initialement. Nous devons être réalistes quant à ses chances. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé, bien que mon cœur connaissait déjà la réponse. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre mari est dans un coma artificiel. Nous pourrions le maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie, eh bien, il est très peu probable qu'il reprenne jamais conscience. Mon monde s'est effondré autour de moi. 42 ans de mariage, toute une vie construite ensemble. Et maintenant on me disait que tout s'évanouissait comme de la fumée. Nous voulons tout essayer, ai-je dit entre deux sanglots. Peu importe le coût, peu importe le temps que cela prendra. Mais Baptiste a échangé un regard avec Damien qui m'a profondément troublée. Maman, a dit Baptiste d'une voix qui essayait de paraître compréhensive. Nous devons être pratiques. Papa n'aurait pas voulu vivre comme ça. Il a toujours dit qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour personne. Un fardeau. J'ai explosé avec une fureur que je ne savais pas posséder. C'est votre père. Ce n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui vous a élevé. Qui a travaillé toute sa vie pour vous donner le meilleur qu'il pouvait. Nous le savons, maman, a ajouté Damien. Mais nous devons aussi penser à toi. Les factures médicales vont être énormes. Elles pourraient épuiser toutes tes économies. Encore l'argent. Toujours l'argent. Mon mari était mourant et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'hôpital, j'ai pris la main de Gérard et lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est alors que quelque chose s'est produit qui me donne encore des frissons. Ses doigts ont bougé légèrement, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres ont bougé comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. J'ai appelé les infirmières, désespérée. Il réagit. Il essaie de parler. Mais quand elles sont arrivées, Gérard était retourné à son état précédent. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. Parfois, il y a des spasmes musculaires involontaires, madame. Cela ne signifie pas qu'il est conscient. Mais je savais ce que j'avais ressenti. Gérard avait essayé de communiquer avec moi. Il s'était battu pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, aux premières heures du vendredi matin, les alarmes des machines se sont déclenchées. Les lumières ont clignoté. Les infirmières se sont précipitées vers la chambre de Gérard. Je somnolais dans le couloir quand le bruit m'a réveillée. Non, 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 ai-je crié en courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour tenter de le réanimer, mais c'était inutile. À 4h37 du matin, Gérard a été officiellement déclaré mort. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique, comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je me suis effondrée près de son lit, serrant son corps encore chaud dans mes bras, refusant d'accepter qu'il soit parti pour toujours. Baptiste et Damien sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient préparés, comme s'ils s'attendaient à cet appel. Ils avaient apporté des papiers, des documents et des numéros de téléphone de pompes funèbres. Nous avons déjà parlé aux pompes funèbres de Fontaine-les-Prés, m'a dit Baptiste alors que je pleurais encore inconsolablement. Ils peuvent venir chercher le corps ce matin. Nous avons aussi contacté l'assurance, a ajouté Damien. La procédure de réclamation est déjà en cours. Comment pouvait-il être si efficace, si organisé, si froid juste 1 heure après avoir perdu leur père? Quelque chose n'allait pas. Mais mon chagrin était si intense que je ne pouvais pas réfléchir clairement. Les funérailles ont été programmées pour le lundi suivant. Baptiste s'est occupé de tous les arrangements sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, le service le plus court, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. C'est ce que papa aurait voulu, a-t-il dit quand je me suis plainte de ne pas être incluse dans les décisions. Quelque chose de simple, sans chichi. Mais Gérard méritait mieux que cette hâte indécente à l'enterrer et à l'oublier. Le lendemain des funérailles, je me suis assise seule dans notre maison,
entouré des souvenirs de Gérard. Sa tasse de café sur la table, ses outils sur la terrasse, son oreiller qui gardait encore son odeur. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet étrange message que j'avais reçu aux funérailles. Qui avait pu l'envoyer et pourquoi? J'ai décidé de vérifier les papiers de Gérard dans son vieux bureau en bois. Il gardait tous ses documents importants dans une boîte en métal. Les polices d'assurance, l'acte de propriété de la maison, les documents de l'atelier, tout était là. J'ai trouvé la police d'assurance vie de 50 000 € que Baptiste avait mentionnée. Mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. La police avait été mise à jour juste 6 mois plus tôt, augmentant la couverture de 5 000 à 50 000 €. Pourquoi Gérard avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'avait jamais parlé de ce changement. Et plus important encore, qui lui avait suggéré de le faire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Une police d'assurance accident du travail que je ne connaissais pas souscrite seulement 2 mois avant sa mort. 75 000 € en cas de décès accidentel au travail. 125 000 € au total. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune assez tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte en banque. Regarde qui a bougé de l'argent. Cette fois, je n'ai pas hésité. Cette personne, qui qu'elle soit, en savait trop pour être un plaisantin. Elle savait pour l'assurance. Elle savait pour mes fils. Elle connaissait des détails que seule une personne très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je suis allée à la banque où Gérard et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Rousseau, la directrice qui nous connaissait depuis toujours, m'a accueillie avec des condoléances sincères. Hélène, je suis tellement désolée pour Gérard. C'était un homme bien. Merci, Madame Rousseau. Je suis venue vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. Elle m'a montré les relevés bancaires des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé. Au cours des 3 derniers mois, d'importants retraits avaient été effectués sur notre compte d'épargne. 1 000 € en janvier, 3 000 € en février, 4 000 € en mars. De l'argent que je ne savais pas avoir été déplacé. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé, la voix tremblante. Votre mari est venu en personne, a expliqué Madame Rousseau. Mais je tenais les comptes du ménage. Je savais exactement combien d'argent nous avions et ce que nous dépensions. Gérard n'avait jamais mentionné de réparations coûteuses à l'atelier, et nous n'avions certainement jamais parlé de retirer des milliers d'euros de nos économies. Avez-vous les signatures pour ces retraits? Ai-je demandé. Elle m'a montré les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature de Gérard, mais quelque chose dans l'écriture semblait différent. Elle était trop tremblante, trop hésitante pour son écriture habituellement ferme et claire. Madame Rousseau, ai-je demandé le cœur battant. Est-il venu seul pour faire ses retraits, ou quelqu'un l'accompagnait? Elle a réfléchi un moment. Maintenant que vous le dites, je crois qu'il est venu avec un de vos fils 1 ou 2 fois. Baptiste, je crois. Il a dit qu'il aidait son père avec les papiers parce que Gérard avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Baptiste. Mon fils avait été impliqué dans des retraits d'argent dont je ne savais rien, utilisant les yeux fatigués de son père comme excuse. Mais Gérard voyait parfaitement bien avec ses lunettes, qu'il ne quittait jamais pendant la journée. Cet après-midi-là, alors que je regardais encore et encore les reçus bancaires, j'ai reçu un autre message. L'assurance, c'était leur idée. Ils ont convaincu Gérard qu'il avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi. Les polices d'assurance mystérieusement augmentées, les retraits d'argent non autorisés, la présence de Baptiste dans des transactions dont je ne savais rien, son efficacité suspecte dans l'organisation des funérailles, sa froideur pendant l'agonie de son père. Mais la question qui me terrifiait était la suivante. S'ils avaient vraiment planifié la mort de Gérard, comment l'avaient-ils fait, et qui m'envoyait ces messages? Comment cette personne en savait-elle autant sur ce qui s'était passé? Les jours suivants sont devenus un cauchemar de doute et de suspicion. Chaque sourire de Baptiste, chaque étreinte de Damien, chaque parole de condoléance semblait un masque cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant de pouvoir accepter une vérité aussi horrible que celle qui prenait forme dans mon esprit. Mon téléphone continuait à recevoir des messages du numéro mystérieux. Demain, va à l'atelier de Gérard. Cherche dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. J'ai décidé d'aller à l'atelier pour la première fois depuis l'accident. Baptiste avait dit qu'une machine avait explosé. Mais quand j'y suis arrivée, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. L'atelier était étrangement propre, trop propre pour avoir été la scène d'une explosion. Il n'y avait pas de traces de brûlure sur les murs, pas de débris, aucun signe de la destruction qu'un accident aussi grave aurait dû causer.
Où est la machine qui a explosé? Ai-je demandé à voix haute en regardant autour de moi l'atelier impeccable. J'ai cherché partout dans l'atelier et j'ai trouvé chaque machine à sa place, fonctionnant parfaitement. La soudeuse, le compresseur, la scie électrique, tout était intact. Quelle avait donc été la cause de l'accident? Dans le bureau de Gérard, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait frissonner. Une note écrite de sa main, datée de 3 jours avant sa mort. Baptiste insiste pour que je souscrive plus d'assurance. Il dit que c'est pour Hélène, mais quelque chose ne va pas. Je ne fais pas confiance à ses intentions. En dessous de cette note, il y en avait une autre. Damien m'a apporté des papiers à signer. Il dit que c'est pour moderniser l'atelier, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi toute cette précipitation? Mon mari avait eu des soupçons. Il avait pressenti les mauvaises intentions de nos fils, mais il était mort avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre de Gérard. Ma très chère Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Baptiste et Damien. Ils s'intéressent trop à notre argent, à l'assurance, à ce que nous vendions la maison. Céline les pousse beaucoup. Hier, Baptiste m'a dit que je devrais me soucier davantage de ma sécurité parce qu'à mon âge, n'importe quel accident pourrait être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots ressemblaient à une menace. Je t'aime, Hélène. Si quelque chose m'arrive, ne fais confiance à personne aveuglément, pas même à nos fils. La lettre est tombée de mes mains. Gérard avait pressenti sa propre mort. Il avait vu les signes que moi, aveuglé par l'amour maternel, j'avais ignorés. Ce soir-là, Baptiste est venu me rendre visite. Il est arrivé avec une bouteille de vin et un sourire qui semblait maintenant complètement faux. « Maman, j'ai réfléchi à ton avenir », a-t-il dit en se servant un verre sans me demander si j'en voulais un. L'argent de l'assurance, c'est déjà en cours de traitement. Ce sera 125 000 €. Comment connais-tu le montant exact? Ai-je demandé en feignant l'innocence. Eh bien, j'ai aidé papa avec les papiers d'assurance. Il voulait s'assurer que tu as assez d'argent pour vivre confortablement. Un mensonge. Selon sa propre note, Gérard n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. Il avait été poussé par Baptiste. Et qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec cet argent? Ai-je demandé en observant attentivement sa réaction. Ses yeux se sont illuminés d'un éclat qui m'a glacé. Tu pourrais acheter une maison plus petite, plus confortable. Ou encore mieux, emménager dans une belle maison de retraite où tu aurais de la compagnie et des soins médicaux. Damien et moi pourrions gérer ton argent pour le faire fructifier. Gérer mon argent. Le contrôler. Le prendre. Nous voulons juste prendre soin de toi, maman. À ton âge, c'est facile de se faire arnaquer ou de prendre de mauvaises décisions financières. Nous connaissons les investissements, les affaires. Nous pourrions tripler cette somme en quelques années. Tripler mon argent ou le faire disparaître dans leur propre poche. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit en essayant de gagner du temps. Après son départ, je me suis assise dans ma cuisine, tremblant de rage et de peur. Mes propres fils, ma chair et mon sang, avaient non seulement assassiné leur père, mais planifié maintenant de me voler tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. Ils viennent ensemble demain. Ils vont essayer de te convaincre que tu es folle, que le chagrin te fait imaginer des choses. Ne les crois pas et n'accepte rien de ce qu'ils t'offrent à manger ou à boire. La prédiction du message mystérieux s'est réalisée exactement comme elle l'avait annoncé. Le lendemain, Baptiste et Damien sont arrivés ensemble chez moi, accompagnés de Céline. Ils avaient des expressions de préoccupation exagérées et un sac de pâtisserie de la boulangerie du centre-ville. « Maman, nous sommes tellement inquiets pour toi », a commencé Baptiste d'une voix mielleuse. « Les voisins nous ont dit que tu te comportais bizarrement. Martine dit que tu parles toute seule, que tu ne manges pas bien. » Martine n'avait jamais dit cela. C'était juste un autre mensonge dans leur collection grandissante. Céline a apporté tes pâtisseries préférées, a ajouté Damien en montrant le sac. Et nous avons préparé du café spécial de cette marque que tu aimes tant. Je me suis souvenu des mots du message. N'accepte rien de ce qu'il t'offre à manger ou à boire. Il était possible qu'il prévoie de m'empoisonner aussi, tout comme ils avaient fait avec Gérard. Merci, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner, ai-je dit en gardant mes distances. Mais maman, a insisté Céline avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu dois manger correctement. Tu as beaucoup maigri depuis la mort de Gérard. Je vais bien, ai-je répété fermement. Baptiste a échangé un regard significatif avec Damien. C'était le même regard qu'ils avaient partagé à l'hôpital quand le médecin nous avait donné le pronostic de Gérard. Maman,
a dit Baptiste en s'asseyant plus près de moi. Nous voulons te parler de quelque chose d'important. Damien et moi avons consulté des médecins au sujet de ton comportement récent. Mon comportement? Oui. Les questions étranges que tu as posées. Les visites au commissariat. Cette obsession pour des détails insignifiants sur papa. C'est normal après une telle perte, mais cela peut être dangereux si ce n'est pas traité. Damien a hoché la tête gravement. Nous avons parlé au docteur Leblanc. Il dit qu'il est courant que les personnes âgées développent de la paranoïa après avoir perdu un conjoint, surtout les femmes de ton âge. De la paranoïa? Il m'accusait d'être folle parce que j'avais découvert leurs mensonges. Je ne suis pas paranoïaque, ai-je dit avec toute la fermeté que je pouvais rassembler. Je pose juste des questions que j'aurais dû poser dès le début. Quelles questions? M'a défié Baptiste. Comme pourquoi il n'y a pas de rapport de police pour le supposé accident de ton père. Comme pourquoi l'atelier est parfaitement propre s'il y a eu une explosion. Comme pourquoi tu as retiré 8 000 € de notre compte sans me dire quoi que ce soit. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les trois ont échangé des regards de panique à peine dissimulés. Maman, a finalement dit Damien, ces choses ont des explications simples. Papa a retiré cet argent pour des réparations qu'il voulait faire en secret comme surprise pour toi. Quelle surprise! Il voulait rénover la maison, a menti Baptiste. Il avait engagé des ouvriers pour réparer le toit et peindre les murs. Il voulait que ce soit une surprise pour ton anniversaire. Si c'était vrai, où étaient les ouvriers? Où étaient les matériaux? Pourquoi personne dans le village ne savait quoi que ce soit de cette supposée rénovation? Et le rapport de police? A continué Damien. Tous les accidents du travail ne nécessitent pas de rapport, surtout quand ils se produisent sur une propriété privée. D'autres mensonges. Le commissaire Martin avait été très clair. Tout accident du travail avec des blessures graves nécessite un rapport officiel. Maman, est intervenue Céline d'une voix douce mais condescendante. Nous voulons juste prendre soin de toi. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait préférable que tu emménages dans un endroit avec une attention médicale spécialisée. Un établissement spécialisé, a corrigé Baptiste. Un établissement de soins spécialisé pour les personnes qui traversent un deuil compliqué. Il y a des psychologues, des infirmières, des activités pour te garder occupé. Et pendant ce temps, a ajouté Damien, nous pourrons nous occuper de vendre la maison, de gérer l'argent de l'assurance, toutes ces choses compliquées que tu ne devrais pas avoir à gérer dans ton état actuel. Voilà. Le plan complet. Me déclarer mentalement incapable, me mettre dans un établissement et prendre le contrôle de tout mon argent. D'abord, ils avaient assassiné Gérard pour l'argent de l'assurance, et maintenant ils voulaient me voler aussi. Et si je refuse? Ai-je demandé. Pourquoi refuserais-tu? A demandé Baptiste avec un sourire qui m'a fait frissonner. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que c'est ma maison. C'est ici que j'ai construit ma vie avec Gérard. C'est ici que je vous ai élevé. Maman, a dit Damien avec un soupir exagéré. Tu ne peux pas vivre dans le passé pour toujours. Papa est parti. Tu dois l'accepter et passer à autre chose. Je l'ai accepté. Mais cela ne signifie pas que je vais céder ma vie et mon argent. Le masque de préoccupation a commencé à se fissurer sur les visages de mes fils. Baptiste s'est levé brusquement. Très bien. Si tu ne veux pas écouter la raison, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous pouvons entamer une procédure légale pour te faire déclarer mentalement incapable. Nous avons des témoins de ton comportement erratique. Nous avons des témoignages de médecins qui confirment que tu souffres de paranoïa sénile. Des médecins? Quels médecins? Je n'ai parlé à aucun médecin de mon état mental. Le docteur Leblanc a déjà signé un rapport préliminaire, a ajouté Damien. Il dit que d'après nos descriptions de ton comportement, il est probable que tu aies besoin de soins spécialisés. Un médecin qui ne m'avait jamais examiné avait signé un rapport sur mon état mental basé uniquement sur ce que mes fils lui avaient dit. Combien leur avait-il coûté pour acheter cette fausse évaluation? Donc tu peux coopérer volontairement, a continué Baptiste. Ou nous pouvons le faire légalement. Mais de toute façon, tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. C'était une menace directe. Si je ne remettais pas mon argent volontairement, ils utiliseraient le système juridique pour me le voler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur ai-je dit en essayant de gagner du temps. Bien sûr, a dit Céline avec sa fausse douceur. Mais pas trop de temps. Pour ton propre bien. Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine, tremblant de rage et de peur. Mes propres fils avaient non seulement assassiné leur père, mais planifiaient maintenant de me voler tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. Hélène, c'est Michel Bernard, un détective privé.
Gérard m'a engagé 3 semaines avant sa mort parce qu'il se méfiait de Baptiste et Damien. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol mélangé à son café du petit déjeuner. J'ai des preuves audio de leur conversation où ils planifiaient tout. Demain à 15 heures, va au café des Tilleuls. Assieds-toi à la table du fond. J'y serai. Enfin. J'allais savoir qui m'avait envoyé ces messages, et plus important encore, j'allais avoir les preuves dont j'avais besoin pour obtenir justice pour le meurtre de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup de temps. Baptiste et Damien avaient montré leur jeu. Si je n'agissais pas vite, je finirais enfermée dans un établissement pendant qu'ils dépenseraient l'argent qui avait coûté la vie à Gérard. La guerre avait commencé. Et même si j'étais une femme de 66 ans contre 2 hommes sans scrupules, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La vérité. Et la vérité, tôt ou tard, trouve toujours un moyen de sortir. Le lendemain est arrivé, rempli de nervosité et d'anticipation. Je me suis habillée avec soin, choisissant ma robe bleu marine la plus sérieuse, celle que je portais pour les occasions importantes. Si j'allais rencontrer l'homme qui pouvait me donner les réponses dont j'avais besoin, je voulais être prête pour n'importe quelle révélation. À 14h30, j'ai marché vers le café des Tilleuls d'un pas déterminé mais prudent. Chaque ombre semblait suspecte. Chaque personne dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. La paranoïa dont ils m'avaient accusé commençait à sembler justifiée. Le café était modérément plein. Je suis allée directement à la table du fond, comme on me l'avait indiqué. J'ai commandé une tisane à la camomille et j'ai attendu. Mes mains tremblaient légèrement sur la table en bois usé. À exactement 15 heures, un homme d'une 50aine d'années s'est approché de ma table. Il était grand et grisonnant, avec des yeux intelligents et une expression sérieuse mais bienveillante. Il portait un dossier marron sous le bras. « Madame Dupont » a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, ne faisant pas encore confiance à ma voix. « Je suis Michel Bernard. Je suis tellement désolée pour votre perte. » Gérard était un homme bien. Il s'est assis en face de moi et a posé le dossier sur la table. « Avant de vous montrer ce que j'ai, je dois vous avertir que ce que vous allez entendre et voir va être très douloureux. Êtes-vous prête ? Je me prépare depuis que j'ai reçu votre premier message, ai-je répondu avec une fermeté que je ne savais pas posséder. Michel a ouvert le dossier et en a sorti un petit enregistreur vocal. Gérard est venu me voir il y a un mois. Il était inquiet du comportement de ses fils. Il m'a engagé pour enquêter sur eux discrètement. Il a appuyé sur le bouton lecture. La voix de Gérard, si familière et chère, a rempli le petit espace entre nous. Michel, je dois te dire que si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Baptiste et Damien me poussent à augmenter mon assurance vie. Hier, Baptiste m'a apporté des papiers qu'il a dit être pour mieux protéger Hélène, mais quand je les ai lus, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des clauses qui les bénéficiaient directement. Mon cœur s'est emballé. Entendre la voix de Gérard, c'était comme la voir de retour pendant quelques minutes. Mais ces mots confirmaient mes pires soupçons. L'enregistrement a continué. Damien a posé des questions étranges sur ma routine quotidienne. Ce que je mange au petit déjeuner. À quelle heure je quitte la maison. Si Hélène vient à l'atelier avec moi. Il dit que c'est par souci, mais quelque chose dans sa façon de demander m'inquiète. Michel a mis l'enregistrement en pause. Cette conversation date de 3 semaines avant sa mort. Mais j'ai quelque chose de plus récent. Il a joué un autre enregistrement. Cette fois, c'était la voix de Baptiste en arrière-plan, parlant au téléphone. Non, on ne peut plus attendre. Le vieux commence à se méfier. Hier, il m'a demandé pourquoi je m'intéressais tant à son assurance. Oui, j'ai déjà le méthanol. Ça marche parfaitement parce que les symptômes ressemblent à une crise cardiaque ou un AVC. Non, maman ne sera pas un problème. Après la mort de papa, elle sera tellement dévastée qu'on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'était la voix de mon fils, mon propre fils, planifiant froidement le meurtre de son père. Il y a plus, a dit Michel doucement. Cet enregistrement date de la veille de la mort de Gérard. Un nouvel enregistrement a commencé. Cette fois, c'était Damien qui parlait à quelqu'un. Tout est prêt. Demain, Baptiste va mettre le méthanol dans le café de papa. On lui a dit que c'était un complément vitaminé spécial qu'un médecin avait recommandé. Le vieux va le boire sans se douter de rien. Les symptômes vont commencer par des vertiges et de la confusion, puis la perte de la vue, des convulsions, le coma. Les médecins vont penser que c'est un AVC ou une crise cardiaque. Le temps qu'ils réalisent que c'est un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'est complètement effondré. Non seulement ils avaient planifié le meurtre de Gérard, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur qui me terrifiait. Comment était-il possible que mes fils, les bébés que j'avais allaités,
les garçons que j'avais consolés dans leurs cauchemars, soient capables de quelque chose d'aussi monstrueux. Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Ai-je demandé à travers mes sanglots. Gérard m'avait demandé de placer des dispositifs d'écoute dans votre maison, a expliqué Michel. Il avait peur, mais il ne savait pas exactement de quoi. Nous les avons placés sur le téléphone fixe et dans quelques autres endroits stratégiques. Il a sorti une série de photographies du dossier. J'ai aussi ceci. Baptiste achetant du méthanol dans une quincaillerie à 30 km d'ici. Il a payé en espèces et utilisé un faux nom, mais je l'ai en vidéo. Les photographies montraient clairement Baptiste sortant d'une quincaillerie avec une petite bouteille dans les mains. La date sur les photos était 5 jours avant la mort de Gérard. Et ceci, a-t-il continué en me montrant d'autres documents. Ce sont les relevés financiers de Baptiste et Damien des 6 derniers mois. Ils ont dépensé beaucoup plus d'argent que leurs revenus ne le justifient. Baptiste doit 70 000 € à un prêteur illégal en ville. Damien a des dettes de jeu de 40 000 €. Ils étaient désespérés. Tout a commencé à avoir un sens. Ce n'était pas juste la cupidité qui avait motivé le meurtre de Gérard. C'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et voyaient leur père comme une source d'argent facile et rapide. Pourquoi n'êtes-vous pas allé directement à la police après la mort de Gérard? Lui ai-je demandé. Baptiste et Damien sont très intelligents. Ils ont soudoyé le médecin qui a pris en charge Gérard à l'hôpital pour changer le diagnostic officiel. Au lieu d'un empoisonnement, le certificat de décès indique une insuffisance cardiaque due à des complications d'un accident du travail. Sans cette preuve médicale, mes enregistrements n'auraient peut-être pas suffi pour une condamnation. Mais maintenant nous avons toutes les preuves ensemble, ai-je dit en ressentant un mélange de douleur et de détermination. Exactement. Et il y a encore une chose que vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Quoi donc? Vos fils prévoyaient de vous tuer aussi. Michel a joué un dernier enregistrement. Cette fois avec les voix de Baptiste et Damien ensemble. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faudra se débarrasser de maman aussi, a dit Baptiste. On ne peut pas risquer qu'elle devienne soupçonneuse ou que quelqu'un d'autre lui mette des idées dans la tête. Comment? A demandé Damien. Pareil que pour papa, mais cette fois on peut faire passer ça pour un suicide dû à la dépression. Une veuve qui ne peut pas vivre sans son mari. Personne ne remettrait ça en question. Et nous sommes ses seuls héritiers. Tout serait à nous. La maison, les économies, l'argent de l'assurance. Presque 200 000 € au total. L'enregistrement s'est arrêté. Je tremblais de façon incontrôlable. Mes fils avaient non seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Tout pour l'argent. Madame Dupont, a dit Michel doucement. Je sais que c'est dévastateur, mais nous avons suffisamment de preuves pour leur faire payer ce qu'ils ont fait. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé en essuyant mes larmes. D'abord, nous devons aller à la gendarmerie avec toutes ces preuves. Le commissaire Guillaume Martin est un homme honnête. Il n'est pas impliqué dans la corruption. Deuxièmement, nous devons agir vite. Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement incapable demain. S'ils réussissent, il sera beaucoup plus difficile de procéder légalement. Demain? Oui. J'ai intercepté une conversation téléphonique ce matin. Il rencontre le juge Moreau à 10 h demain matin pour commencer la procédure d'incapacité mentale. Je me suis levée de la table avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Alors nous devons agir ce soir. Exactement, a confirmé Michel. Mais d'abord, il y a encore une chose que je veux vous montrer. Il a sorti une dernière photographie du dossier. Dessus, on voyait Gérard sortant d'une clinique médicale que je ne reconnaissais pas. 3 jours avant sa mort, votre mari est allé faire un bilan de santé complet dans une clinique en ville. Les résultats montrent qu'il était en parfaite santé. Il n'y avait aucun signe de maladie cardiaque. Sa tension artérielle était normale. Tout était parfait. Cela prouve définitivement que sa mort a été causée par un empoisonnement et non par des problèmes de santé naturelle. C'était la dernière pièce de preuve dont nous avions besoin. Gérard avait été un homme en bonne santé assassiné par ses propres fils. Michel, ai-je dit en prenant sa main. Merci d'avoir tenu votre promesse envers mon mari. Maintenant, allons chercher justice. Ce même soir, Michel et moi sommes allés directement à la gendarmerie. Le commissaire Martin était de service de nuit cette semaine-là, ce qui était parfait pour nos besoins. Quand nous sommes arrivés, il était 20 h et la gendarmerie était relativement calme. Commissaire Martin, ai-je dit d'une voix ferme. Je dois déposer une plainte officielle pour le meurtre de mon mari Gérard. Le commissaire m'a regardé avec surprise. Un meurtre, Madame Dupont? Le certificat de décès dit qu'il est mort de complications cardiaques après un accident du travail.
Le certificat de décès est faux, ai-je répondu en posant le dossier de Michel sur son bureau. Mon mari a été délibérément empoisonné au méthanol par nos propres fils. Pendant les 2 heures suivantes, Michel et moi avons présenté toutes les preuves. Les enregistrements audio, les photographies de Baptiste achetant le méthanol, les documents bancaires montrant les retraits non autorisés, les résultats médicaux de Gérard prouvant sa parfaite santé, et finalement, les conversations enregistrées où mes fils avouaient le meurtre de leur père et leur plan pour me tuer. Le commissaire Martin a écouté chaque enregistrement avec une expression de plus en plus grave. Quand nous avons terminé, il s'est adossé dans sa chaise et a secoué la tête d'incrédulité. C'est monstrueux, a-t-il murmuré. Êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout, Madame Dupont? Une fois que nous arrêtons vos fils, il n'y a pas de retour en arrière. Commissaire, ai-je répondu avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Ce ne sont plus mes fils. Ce sont des criminels qui doivent payer pour leurs crimes. Nous aurons besoin que le médecin légiste exhume le corps de Gérard pour confirmer la présence de méthanol, a expliqué le commissaire. Êtes-vous prête pour cela? Faites ce qui est nécessaire, ai-je répondu sans hésitation. Le commissaire Martin a immédiatement appelé le procureur de la République. Malgré l'heure tardive, la gravité de l'affaire a conduit le procureur à venir en personne à la gendarmerie. Après avoir examiné toutes les preuves, il a immédiatement autorisé des mandats d'arrêt pour Baptiste et Damien. Nous procéderons à l'aube, a expliqué le procureur. Nous devons nous assurer d'avoir toutes les preuves avant qu'ils puissent détruire quoi que ce soit de plus. Michel m'a raccompagné chez moi cette nuit-là. Êtes-vous sûre que vous irez bien toute seule? M'a-t-il demandé avec inquiétude. Ça ira, ai-je répondu. Après tout ce que j'ai découvert, je n'ai plus peur. J'ai la justice de mon côté. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée assise dans la cuisine, regardant les photographies de Gérard que nous avions sur les murs. Pour la première fois depuis sa mort, je ne ressentais pas seulement de la douleur. Je ressentais un étrange mélange de tristesse et de satisfaction en sachant que la justice pour son meurtre approchait. À 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Baptiste. « Maman, tu dois venir chez Damien tout de suite. Quelque chose de terrible s'est passé. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé en feignant l'inquiétude. « C'est mieux si je t'explique en personne. S'il te plaît, viens vite. » Je savais que c'était un piège. Après avoir entendu les enregistrements la nuit précédente, je savais qu'ils prévoyaient d'accélérer leur plan pour se débarrasser de moi. Mais je savais aussi que la police était déjà en route pour les arrêter. J'arrive, ai-je menti. Au lieu d'aller chez Damien, je suis restée dans ma cuisine à attendre. À 7h30, j'ai vu depuis ma fenêtre plusieurs voitures de gendarmerie se diriger vers les maisons de mes fils dans différentes directions. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises pendant l'heure suivante. D'abord Baptiste, puis Damien, tous les deux avec des voix de plus en plus désespérées me demandant où j'étais. Mais je n'ai répondu à aucun appel. À 9h du matin, le commissaire Martin a frappé à ma porte. « Madame Dupont, nous avons arrêté Baptiste et Damien. Ils sont en garde à vue, accusés de meurtre au premier degré et de conspiration en vue de commettre un meurtre. » J'ai senti mes jambes trembler. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de soulagement. Comment ont-ils réagi? Ai-je demandé. Baptiste a tout nié au début, mais quand nous lui avons fait écouter les enregistrements, il s'est effondré. Damien a essayé de s'enfuir par la fenêtre arrière de sa maison. Nous avons dû le poursuivre pendant 6 pâtés de maison. Cet après-midi-là, Céline est venue me voir. Elle est arrivée en sanglotant, suppliant, complètement différente de la femme froide et calculatrice que j'avais connue. « Madame Dupont, s'il vous plaît. Vous devez retirer les accusations contre Baptiste. Il n'est pas mauvais. Il était juste désespéré à cause de ses dettes. C'est aussi ma faute. Je l'ai beaucoup poussé à trouver de l'argent. Je l'ai regardé sans une trace de compassion. Céline, ton mari a empoisonné mon mari. Il prévoyait de m'assassiner aussi. Il n'y a aucune explication ni justification pour cela. Mais nous sommes famille, a-t-elle crié de désespoir. Pense à ce que ça va faire à la famille. La famille est morte le jour où vous avez décidé de tuer Gérard pour de l'argent, ai-je répondu froidement. Maintenant, s'il te plaît, quitte ma maison. 3 jours plus tard, l'exhumation du corps de Gérard a été effectuée. Les résultats du laboratoire ont confirmé exactement ce que Michel avait découvert. Des niveaux mortels de méthanol dans son système, suffisamment pour causer tous les symptômes qu'il avait ressentis avant sa mort. L'affaire est devenue une sensation dans tout le village. Personne ne pouvait croire que 2 fils avaient assassiné leur propre père pour de l'argent. Les journaux locaux l'ont qualifié de crime le plus cruel de la décennie.
Au cours des semaines suivantes, d'autres détails ont été révélés pendant l'enquête. Baptiste devait vraiment 70 000 € à des prêteurs illégaux qui avaient commencé à le menacer de violence. Damien avait perdu 40 000 € dans des cercles de jeux clandestins et faisait également face à des menaces. Ils avaient vu l'argent de l'assurance vie de Gérard comme leur seul salut, mais leur cupidité les avait poussés à augmenter les polices de façon si dramatique que cela avait éveillé les soupçons de leur propre père. Nous avons également découvert que le médecin qui avait falsifié le certificat de décès avait reçu 5 000 € en espèces de Baptiste. Il a également été arrêté pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Michel m'a expliqué tous les détails du plan que Gérard avait élaboré avec lui. Votre mari était plus intelligent que ses fils ne le croyaient. Il savait que quelque chose de mal se préparait, mais il ne savait pas exactement quoi. Il m'a engagé non seulement pour enquêter sur Baptiste et Damien, mais aussi pour vous protéger si quelque chose lui arrivait. Est-ce qu'il savait qu'ils allaient le tuer? Ai-je demandé. Pas exactement, a dit Michel. Mais il soupçonnait que sa vie était en danger. C'est pourquoi nous avons installé les dispositifs d'écoute. C'est pourquoi nous avons tout documenté. Il voulait s'assurer que si quelque chose lui arrivait, la vérité éclaterait. Mon Gérard, même dans ces derniers jours, m'avait protégé. Il avait anticipé la trahison de nos fils et avait pris des mesures pour que justice soit rendue. Au fil des jours et à l'approche de la date du procès, je me suis retrouvé à creuser plus profondément dans ce qui avait conduit mes fils sur un chemin aussi sombre. Comment deux garçons élevés avec amour étaient-ils devenus des assassins de sang-froid? Michel m'a aidé à accéder aux dossiers financiers de Baptiste et Damien, aux courriels et aux messages textes que la police avait confisqués. Ce que nous avons trouvé était troublant mais révélateur. La descente de Baptiste avait commencé des années plus tôt que je ne le réalisais. Son rejet du mode de vie humble de son père n'était pas seulement de l'ambition. C'était un ressentiment profond. Dans des courriels à des amis d'université, il décrivait comment il avait grandi dans la pauvreté et se sentait honteux de ses parents. « Mon père répare des vélos pour gagner sa vie », avait-il écrit dans un message datant de ses années d'études. Tu sais à quel point c'était humiliant au lycée quand les parents des autres gamins les conduisaient à l'école dans de belles voitures? Moi, je devais marcher ou rouler sur un vélo que mon père avait bricolé avec des pièces détachées. Le ressentiment avait couvé au fil des années, se transformant en un mélange toxique de honte et de colère. Quand il avait rencontré Céline à l'université, les choses avaient empiré. Elle venait d'une famille riche qui regardait de haut les origines de Baptiste. Pour l'impressionner elle et sa famille, il avait commencé à vivre au-dessus de ses moyens. Les relevés de cartes de crédit montraient des milliers dépensés en articles de luxe, en restaurants chers et en cadeaux somptueux. Au moment de leur mariage, Baptiste était déjà profondément endetté, mais le cachait à tout le monde. Il avait projeté une image de succès qui était complètement fabriquée. L'histoire de Damien était différente, mais tout aussi tragique. Des messages textes entre les frères révélaient que Damien avait toujours été dans l'ombre de Baptiste, désespéré d'obtenir son approbation. Quand Baptiste avait commencé à gagner de l'argent dans l'immobilier, Damien l'avait suivi, non par ambition, mais par désir d'être proche de son frère. « Je sais que tu penses que je suis faible », avait écrit Damien dans un message à Baptiste. « Mais je vais te montrer que je peux être aussi impitoyable que toi en affaires. » Le jeu avait commencé comme un moyen de s'intégrer aux amis riches de Baptiste. D'abord de petites parties de poker, puis des mises plus importantes, et finalement des cercles de jeux clandestins dangereux où les enjeux et les gens étaient périlleux. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était de découvrir des courriels où ils discutaient de Gérard et moi. Dans un échange particulièrement douloureux datant de seulement 6 mois avant le meurtre, Baptiste avait écrit à Damien. « Maman et papa sont d'une autre époque. Ils ne comprennent pas le monde dans lequel nous vivons. Le succès demande des sacrifices. Parfois, il faut marcher sur les gens pour avancer. Ils sont trop faibles pour faire ce qui doit être fait. » Ce à quoi Damien avait répondu. « Ils sont un fardeau. Honnêtement, tout cet argent bloqué dans l'assurance vie de papa qui pourrait être mieux utilisé. C'est du gaspillage pour eux. Ce n'étaient pas les fils que j'avais élevés. C'étaient des étrangers qui partageaient notre nom de famille, mais aucune de nos valeurs. J'ai également découvert des informations troublantes sur Céline. Avant d'épouser Baptiste, elle avait été impliquée dans un stratagème de fraude immobilière dans une autre région. Les accusations avaient été abandonnées quand un témoin clé avait mystérieusement disparu. Mais le schéma était clair. Elle avait ciblé Baptiste non par amour, mais parce qu'elle le voyait comme malléable et utile. Ses courriels à sa cousine révélaient ses vrais sentiments. Baptiste est facile à contrôler. Il est tellement désespéré d'échapper à ses origines modestes qu'il fera tout ce que je suggère. Ses parents sont un problème, cependant. Trop vieux jeu, trop moraux. Ils lui donnent des remords pour ce que nous faisons.
La découverte la plus choquante est venue quand Michel a trouvé un fil de courriel datant de 3 mois avant le meurtre de Gérard. Dedans, Céline avait en fait été celle qui avait suggéré d'utiliser le méthanol. Son père possédait une entreprise de fourniture chimique, et elle savait exactement comment l'obtenir sans éveiller les soupçons. C'est parfait, avait-elle écrit à Baptiste. Ça cause des symptômes qui semblent naturels chez les personnes âgées. Le temps que quelqu'un soupçonne quoi que ce soit, il sera trop tard. Les médecins supposeront juste que c'était un AVC ou une crise cardiaque. Baptiste avait d'abord hésité. Dans un message, il avait répondu. Je ne sais pas si je peux faire ça à mon père. C'est quand même mon père. La réponse de Céline avait été glaçante. Tu veux tout perdre? Tu veux que ces prêteurs te cassent les jambes? Parce que c'est ce qui va arriver si tu ne les rembourses pas. Ton père a vécu sa vie. Maintenant c'est ton tour. Le message suivant de Baptiste disait simplement. Tu as raison. Je le ferai. Le plus douloureux de tout a été de découvrir que Gérard avait senti le danger, mais avait essayé de me protéger de cette connaissance. Dans son journal intime, que Michel avait trouvé caché dans un compartiment secret de son bureau à l'atelier, Gérard avait écrit. Je sais ce que Baptiste et Damien préparent. J'ai vu les signes, entendu les chuchotements. Mais je ne peux pas me résoudre à les confronter directement. Comment un père accuse-t-il ses fils de vouloir sa mort? Et comment le dire à Hélène? Ça lui briserait le cœur. Au lieu de cela, j'ai engagé Michel Bernard. Si quelque chose m'arrive, il s'assurera qu'Hélène connaisse la vérité. Il la proteggera. J'ai laissé des instructions et des preuves. J'ai même fait un bilan de santé complet pour prouver que je suis en bonne santé. J'espère encore me tromper. J'espère encore que mes fils sont de meilleurs hommes que ça. Mais si j'ai raison, au moins Hélène sera en sécurité. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant. En lisant ces mots, j'ai pleuré pendant des heures. Gérard savait, ou du moins soupçonnait fortement, ce qui allait arriver. Pourtant, au lieu de confronter nos fils ou même de me le dire, il avait porté ce terrible fardeau seul pour m'épargner la douleur aussi longtemps que possible. Même face à la mort, ses pensées avaient été de me protéger. Alors que le procès approchait, je ressentais un étrange sentiment de clarté. Les garçons que j'avais aimés étaient partis. Peut-être n'avaient-ils jamais vraiment existé comme je les avais imaginés. À leur place se trouvaient 2 hommes qui avaient fait leur choix, des choix terribles, et maintenant ils allaient en affronter les conséquences. Bien que le commissaire Martin ait été solidaire dès le moment où j'avais apporté les preuves, tout le monde dans le système judiciaire local n'était pas aussi coopératif. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, j'ai découvert un réseau d'influence troublant que Baptiste et Damien avaient cultivé. Le juge Moreau, qui était censé signer leur pétition pour me faire déclarer mentalement incapable, était un partenaire. De golf de Baptiste. Plusieurs agents de la gendarmerie avaient reçu des cadeaux de mes fils au fil des ans. Tout, des bouteilles de whisky coûteux aux locations de vacances gratuites dans des propriétés que Baptiste gérait. Même le procureur de la République semblait hésitant à poursuivre l'affaire avec toute sa vigueur, suggérant un accord de plaidoyer qui réduirait les accusations de meurtre au premier degré à meurtre au second degré, ce qui pourrait potentiellement réduire de moitié leur temps de prison. Ce n'est pas juste, ai-je dit à Michel lors d'une de nos réunions de stratégie. Ils essaient de protéger Baptiste et Damien même maintenant. Les petites villes ont de longues mémoires et des relations enchevêtrées, a expliqué Michel. Vos fils ont passé des années à cultiver ces connexions, sachant qu'ils pourraient en avoir besoin un jour. Mais nous avons quelque chose de plus puissant que leur réseau. Nous avons des preuves irréfutables. Nous avons décidé de contourner le système judiciaire local et de porter notre affaire au niveau départemental. Michel avait des contacts au parquet général grâce à une affaire précédente. Avec leur aide, nous avons déposé une demande formelle pour que l'affaire soit transférée au tribunal départemental, invoquant des conflits d'intérêts potentiels dans la juridiction locale. Les enquêteurs départementaux sont arrivés une semaine plus tard. Ils étaient minutieux, professionnels et complètement déconnectés de la structure de pouvoir local. Ils ont réinterrogé les témoins, examiné les preuves et même organisé une seconde autopsie par un médecin légiste indépendant. Les résultats étaient définitifs. Le médecin légiste départemental a non seulement confirmé la présence de méthanol dans le système de Gérard, mais a également trouvé des preuves claires qu'il avait été administré sur plusieurs jours, de petites doses qui s'étaient accumulées jusqu'à la dose létale finale qu'il avait envoyée à l'hôpital. Ce n'était pas un moment de passion ou une seule mauvaise décision, a expliqué le procureur départemental. C'était un meurtre calculé et prémédité exécuté dans le temps. Les preuves sont accablantes. Le tribunal départemental a repris l'affaire et soudain, la résistance locale s'est évaporée. Le juge Moreau s'est récusé de toute implication. Le procureur qui avait suggéré l'accord de plaidoyer a été remplacé par un procureur départemental connu pour sa position ferme contre les crimes familiaux.
Alors que les résultats de l'exhumation devenaient publics, l'attitude du village envers Baptiste et Damien a changé de façon spectaculaire. Les gens qui avaient admiré leur succès traversaient maintenant la rue pour m'éviter, gênés par leurs associations précédentes avec mes fils. Martine est restée mon soutien indéfectible tout au long de cette épreuve. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez ces garçons, m'a-t-elle dit un après-midi autour d'une tasse de thé. La façon dont il regardait Gérard parfois, comme s'il n'était qu'un obstacle. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Moi non plus, ai-je admis. Une mère est censée connaître ses enfants. Comment ai-je raté l'obscurité qui grandissait en eux? Tu ne l'as pas raté, Hélène, a dit Martine fermement. Tu ne pouvais simplement pas y croire. Ce n'est pas de l'aveuglement. C'est de l'amour. Et ça parle de ta bonté, pas de ton échec. L'ancienne petite amie de Damien, Sophie Moreau, est repartie ce soir-là avec la promesse de témoigner au procès. Son récit ajoutait une dimension temporelle importante à notre affaire. Les intentions meurtrières de mes fils n'étaient pas nées du jour au lendemain. Elles avaient couvé pendant des années, attendant le moment propice pour éclore dans toute leur horreur. Les semaines précédant le procès ont été remplies de préparatifs intenses. Le procureur départemental m'a convoqué à plusieurs reprises pour répéter mon témoignage, pour m'assurer que je serais prête à affronter les questions difficiles que la défense ne manquerait pas de poser. Chaque session était épuisante, émotionnellement et physiquement. Revivre les événements encore et encore était comme rouvrir une blessure à chaque fois qu'elle commençait à cicatriser. Michel était toujours à mes côtés pendant ces préparations. Il m'apportait du café, me tenait la main quand les souvenirs devenaient trop lourds à porter, me rappelait pourquoi nous faisions tout cela. Pour Gérard. Pour la justice. Pour empêcher d'autres familles de vivre ce cauchemar. J'ai reçu des lettres de soutien de partout dans le département et même au-delà. Des inconnus qui avaient entendu parler de notre histoire et voulaient m'encourager. Des survivants d'autres tragédies familiales qui partageaient leurs propres expériences. Une femme m'a écrit depuis la Bretagne pour me dire que mon courage l'avait inspirée à signaler les abus qu'elle subissait de la part de son propre fils. Ces lettres étaient ma force quand je me sentais faiblir. Elles me rappelaient que notre histoire avait déjà un impact positif, même avant que le verdict ne soit rendu. Que la vérité, quand elle est enfin révélée, a le pouvoir de libérer non seulement ceux qui la cherchent, mais aussi ceux qui l'observent de loin. La nuit avant le début du procès, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé les heures sombres assise dans la cuisine, regardant les photographies de notre famille sur les murs. Des images d'une époque où le mot famille signifiait encore amour et sécurité. Baptiste bébé dans les bras de Gérard. Damien faisant ses premiers pas sur cette même terrasse. Les quatre ensemble pour Noël, souriant devant le sapin décoré. Ces souvenirs étaient à la fois précieux et douloureux. Ils me rappelaient ce que nous avions perdu, ce qui avait été irrémédiablement détruit par la cupidité et l'ambition de mes fils. Mais ils me rappelaient aussi pourquoi je devais aller jusqu'au bout. Gérard méritait que la vérité soit connue. Notre famille, celle qui existait autrefois, méritait que justice soit rendue. À l'aube, je me suis préparée avec soin. J'ai choisi ma robe noire, celle que je portais pour les occasions solennelles. J'ai coiffé mes cheveux avec attention, appliqué un léger maquillage pour cacher les cernes sous mes yeux. Je voulais paraître forte, digne, maîtresse de mes émotions. Même si à l'intérieur, j'étais terrifiée. Michel est venu me chercher à 7 heures. Il portait un costume sombre et une cravate sobre. Son expression était grave mais encourageante. « Tu es prête ?» m'a-t-il demandé. « Je ne serai jamais vraiment prête pour ça, » ai-je répondu. « Mais je suis déterminée. C'est suffisant. » Le trajet jusqu'au tribunal s'est fait en silence. Les rues de Fontaine-les-Prés étaient encore tranquilles à cette heure matinale, mais je savais que d'ici quelques heures, elles seraient remplies de journalistes, de curieux, de voisins venus assister au spectacle de notre drame familial exposé au grand jour. Devant le palais de justice, une petite foule s'était déjà formée. Des photographes, des caméras de télévision, des badauds. Tous attendaient de voir la mère qui allait témoigner contre ses propres fils. Je sentais leur regard sur moi alors que je marchais vers l'entrée, le bras de Michel fermement accroché au mien. « Ne les regarde pas », m'a-t-il murmuré. « Concentre-toi sur ce que tu dois faire. » À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était tendue. Les bancs étaient remplis de spectateurs, parmi lesquels je reconnaissais plusieurs visages du village. Martine était là, au premier rang, me souriant avec encouragement. D'anciens voisins, des commerçants, même le pharmacien chez qui Gérard achetait ses médicaments. Tous étaient venus pour être témoins de ce moment historique. Quand Baptiste et Damien ont été amenés dans la salle, menottés et encadrés par des gardiens, un murmure a parcouru l'assistance. Mes fils, que tout le monde dans ce village avait connus enfants, étaient maintenant des accusés dans un procès pour meurtre. Leur père. Mon mari.
L'homme le plus doux que ce village ait jamais connu. Je les ai regardés prendre place sur le banc des accusés. Baptiste avait le regard vide, absent, comme s'il n'était plus vraiment là. Damien, lui, semblait agité, nerveux, ses yeux parcourant la salle à la recherche de quelque chose ou quelqu'un. Quand son regard a croisé le mien, j'y ai vu quelque chose que je n'attendais pas. De la honte. Une honte profonde qui, l'espace d'un instant, m'a rappelé le petit garçon qu'il avait été autrefois. Puis le juge est entré et l'audience a commencé. Le moment le plus difficile est venu quand j'ai dû consulter le rapport complet de l'autopsie. Le langage clinique et détaché décrivant ce que le poison avait fait au corps de Gérard était presque insupportable. Le médecin légiste avait déterminé qu'il avait énormément souffert dans ces derniers jours. La cécité, des maux de tête atroces, une défaillance des organes, tout cela alors qu'il croyait simplement être malade. Est-ce qu'il savait ? Ai-je demandé au médecin légiste quand je l'ai rencontré pour discuter des résultats. Est-ce qu'il savait qu'il était empoisonné ? Le médecin a hésité avant de répondre. D'après les journaux que vous avez fournis et la progression des symptômes, je crois qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait vraiment pas. La confusion et la désorientation causées par le méthanol lui auraient rendu difficile d'articuler clairement ses soupçons. Mais le fait qu'il ait essayé de communiquer avec vous à l'hôpital suggère qu'il se battait pour partager ce qu'il savait. Cette pression de sa main à l'hôpital a pris une nouvelle signification. Il avait essayé de me prévenir même alors que le poison fermait son corps système après système. La police a également découvert que le docteur Leblanc, qui avait signé la fausse évaluation de santé mentale me concernant, était en fait le cousin de Céline. Il avait accepté de me déclarer incapable sans jamais me rencontrer, basé uniquement sur les descriptions de Baptiste et Damien. Il faisait maintenant face à ses propres accusations pour falsification de documents médicaux. Tout se mettait en place pour le procès. Mais je ressentais encore un vide en moi. Justice serait rendue, mais cela ne ramènerait pas Gérard. Cela n'effacerait pas le fait que nos propres fils, les enfants que nous avions élevés avec tant d'amour et de sacrifice, étaient devenus des monstres capables de parricide. Est-ce que ça cessera un jour de faire mal ? Ai-je demandé à Michel un soir, alors que nous passions en revue les derniers préparatifs pour le procès. Non, a-t-il dit avec une honnêteté douce. Mais ça changera. En ce moment, la douleur est brute et dévorante. Avec le temps, elle deviendra une partie de toi que tu portes, mais elle ne définira pas chaque moment de ta vie. Gérard n'aurait pas voulu ça pour toi. Non, il ne l'aurait pas voulu, ai-je acquiescé en me souvenant comment Gérard trouvait toujours de la joie même dans nos moments les plus difficiles. Il voudrait que je trouve un chemin vers l'avenir. Et tu le trouveras, m'a assuré Michel. Tu es plus forte que tu ne le sais, Hélène. Gérard voyait cette force en toi. C'est pourquoi il s'est battu pour te protéger. Même à la fin. La veille du début du procès, j'ai reçu une visiteuse inattendue. Sophie Moreau, l'ancienne petite amie de Damien de l'université, avait lu des articles sur l'affaire dans le journal et avait voyagé depuis une autre région pour me voir. Je devais venir, a-t-elle dit en s'asseyant nerveusement sur mon canapé. Je porte ceci depuis des années, et quand j'ai vu ce qui est arrivé à Monsieur Dupont, j'ai su que je ne pouvais plus garder le silence. Elle m'a raconté que pendant leur relation, Damien lui avait un jour confié une conversation troublante avec Baptiste. Ils avaient bu, et Baptiste avait spéculé sur combien leur vie serait plus facile si leurs parents n'étaient plus là. Damien avait ri à l'époque, disant que son frère ne faisait que se défouler, a expliqué Sophie. Mais quelque chose dans la façon dont il l'a décrit m'a effrayée. Ce n'était pas juste des paroles en l'air. Il y avait un calcul derrière, comme s'ils envisageaient vraiment de le faire. Elle avait rompu avec Damien peu après, troublée par ce qu'elle avait entendu et par les changements qu'elle voyait, en lui alors qu'il tombait de plus en plus sous l'influence de Baptiste. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque, a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Peut-être que si je l'avais fait, Monsieur Dupont serait encore en vie. J'ai pris sa main. Tu ne pouvais pas savoir qu'il le ferait vraiment. Aucun de nous ne le savait, pas même Gérard. Pas vraiment, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sophie a accepté de témoigner au procès, ajoutant une autre pièce à la montagne de preuves contre mes fils. En partant, elle s'est retournée vers moi avec un sourire triste. Monsieur Dupont réparait mon vélo quand je sortais avec Damien. Il ne me faisait jamais payer. Il disait juste, « Prends soin de toi, jeune fille. » C'était un homme bien. Oui, ai-je dit, ma voix se brisant. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Cette nuit-là, à la veille du procès, je me suis tenue dans l'atelier de Gérard, entourée des outils qu'il avait utilisés pendant des décennies. L'odeur familière d'huile et de métal a ramené un millier de souvenirs. J'ai pris une clé à molette qu'il utilisait quotidiennement, sentant le manche usé qui avait été façonné par ses mains au fil des années de travail honnête. Nous allons obtenir justice, Gérard, ai-je murmuré dans l'atelier silencieux. Je te le promets. En me retournant pour partir,
j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Une petite gravure sur l'une des poutres en bois. Gérard avait sculpté nos initiales à l'intérieur d'un cœur avec la date de notre rencontre. En dessous, en lettres plus petites, il y avait ces mots. L'amour ne faillit jamais. Même maintenant, il me rappelait ce qui comptait le plus. Avec une détermination renouvelée, je me suis préparée à affronter nos fils au tribunal le lendemain matin. Le procès était prévu pour commencer dans 2 mois. Baptiste et Damien faisaient tous deux face à des accusations de meurtre au premier degré, ce qui dans notre département était passible d'une peine de 25 ans à la perpétuité. Céline était accusée de complicité, risquant jusqu'à 15 ans. Le jour du procès est arrivé après 2 mois d'intenses préparatifs juridiques. La salle d'audience était complètement pleine. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux étaient venus couvrir ce qui était déjà connu comme l'affaire des fils assassins. Tout le village était là. Des voisins, d'anciens collègues de Gérard, même des gens que je connaissais à peine, mais qui voulaient être témoins de ce moment historique de justice. Je portais ma plus belle robe noire, la même que j'avais portée pour notre anniversaire de mariage il y a tant d'années, mais qui représentait maintenant le deuil et la dignité. Michel m'accompagnait, assis à mes côtés tout au long de la procédure. Sa présence me donnait la force d'affronter ce qui allait être le jour le plus difficile de ma vie. Baptiste et Damien sont entrés dans la salle d'audience menottée, vêtus de combinaisons de prison orange. Voir mes fils comme ça m'a brisé le cœur une fois de plus, mais je ne ressentais plus de pitié pour eux. Je ne ressentais qu'une profonde tristesse pour la mort morale qu'ils avaient choisie bien avant de physiquement assassiner leur père. La procureure départementale, maître Alexandra Garnier, a présenté l'affaire avec une précision dévastatrice. Un par un, les enregistrements ont été diffusés devant le tribunal. Le silence était absolu chaque fois que les voix de Baptiste et Damien étaient entendues planifiant froidement le meurtre de Gérard. Quand elle a joué l'enregistrement où il prévoyait de me tuer aussi, plusieurs personnes dans l'assistance ont eu le souffle coupé d'horreur. Une femme âgée s'est levée et a quitté la salle d'audience en pleurant. « Mesdames et messieurs les jurés », a dit la procureure Garnier lors de sa déclaration d'ouverture. Ceci n'est pas un cas ordinaire de cupidité familiale. C'est un cas de préméditation froide et calculée où 2 hommes ont décidé d'assassiner le père qui les avait élevés avec amour et sacrifice simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour rembourser leurs dettes de jeu et leurs prêts irresponsables. La stratégie de défense de Baptiste et Damien est rapidement devenue claire. Leurs avocats coûteux, payés par la riche famille de Céline, ont essayé de dresser le portrait de 2 fils désespérés poussés aux extrêmes par des pressions financières. Ils affirmaient que Baptiste et Damien souffraient de dépression et d'anxiété non diagnostiquées, ce qui avait altéré leur jugement. Ce ne sont pas des tueurs de sang-froid, a plaidé l'avocat de Baptiste. Ce sont des jeunes hommes troublés qui ont fait une terrible erreur dans un moment de désespoir. Mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements ne mentaient pas. Les documents bancaires ne mentaient pas. Les preuves médico-légales du méthanol dans le corps de Gérard ne mentaient pas. La façon méthodique dont ils avaient administré le poison sur plusieurs jours prouvait que ce n'était pas un acte impulsif, mais un meurtre calculé. Quand mon tour de témoigner est arrivé, j'ai marché vers la barre des témoins avec des jambes tremblantes mais un esprit clair. J'attendais ce moment depuis des mois. Madame Dupont, m'a demandé la procureure Garnier. Pouvez-vous nous dire comment était votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari? Je pensais avoir une bonne relation avec eux, ai-je répondu en regardant directement Baptiste et Damien. Je les ai élevés avec amour. J'ai tout sacrifié pour leur bien-être. Leur père travaillait du lever au coucher du soleil pour leur donner le meilleur que nous pouvions. Je n'aurais jamais imaginé que cet amour et ce sacrifice deviendraient la raison de son meurtre. À un moment donné, avez-vous soupçonné qu'il pourrait faire du mal à votre mari? Non. C'est la partie la plus douloureuse de tout cela. Je leur faisais entièrement confiance. Quand ils m'ont dit que Gérard avait eu un accident à son atelier, je les ai crus. Quand ils ont organisé les funérailles si rapidement, j'ai pensé qu'ils étaient efficaces dans leur chagrin. Je n'ai jamais imaginé qu'ils couvraient un meurtre. Baptiste a baissé la tête pendant mon témoignage. Damien me regardait avec défi, mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Trop tard pour les larmes. Trop tard pour les regrets. Trop tard. Le moment le plus dramatique du procès est venu quand la procureure a décidé de jouer l'enregistrement complet de la conversation où il planifiait mon propre meurtre. La voix de Baptiste a rempli la salle d'audience. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faudra se débarrasser de maman aussi. On ne peut pas risquer qu'elle devienne soupçonneuse. Un murmure d'horreur a parcouru l'assistance. Plusieurs personnes se sont tournées pour me regarder avec des expressions d'incrédulité et de compassion. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu cet enregistrement pour la première fois? M'a demandé la procureure. J'ai réalisé que j'avais perdu mes 2 fils bien avant de perdre mon mari, ai-je répondu, ma voix se brisant mais ferme. Les bébés que j'ai allaités,
les enfants que j'ai consolés dans leurs cauchemars, étaient morts et avaient été remplacés par 2 étrangers capables de n'importe quelle cruauté pour de l'argent. La défense a essayé de me contre-interroger, suggérant que j'avais peut-être mal interprété les intentions de mes fils, que peut-être le chagrin m'avait fait exagérer les preuves. Mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Michel a également témoigné, expliquant en détail comment Gérard l'avait engagé parce qu'il avait peur de ses propres fils. Il a décrit chaque étape de l'enquête, chaque preuve recueillie, chaque moment enregistré qui révélait la vérité. Le médecin légiste a présenté les résultats de l'exhumation, confirmant la présence létale de méthanol dans le corps de Gérard. Il a expliqué comment ce poison agit lentement, causant exactement les symptômes que mon mari avait ressentis avant de mourir. Le témoignage de Sophie Moreau sur la conversation qu'elle avait entendue des années plus tôt a ajouté une autre couche de preuve que ce n'était pas une décision soudaine, mais quelque chose qui avait couvé dans l'esprit de Baptiste et Damien pendant longtemps. Le témoignage le plus surprenant est venu d'une source inattendue. Le 3e jour du procès, l'avocat de Céline a annoncé qu'elle voulait changer son plaidoyer en échange d'une peine réduite. Elle a accepté de témoigner contre Baptiste et Damien. Quand elle s'est présentée à la barre, Céline ne ressemblait en rien à la femme élégante et confiante que j'avais connue. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un chemisier et une jupe simple. Son maquillage était minimal, ses bijoux disparus. Je veux dire la vérité, a-t-elle commencé en évitant le regard furieux de Baptiste. Le plan d'empoisonner Gérard était l'idée de Baptiste, mais je l'ai encouragé. Je connaissais les dettes de mon mari envers des gens dangereux. J'avais peur qu'il nous fasse du mal s'il ne payait pas. Quand Baptiste a suggéré qu'on pourrait obtenir l'argent de l'assurance vie de son père, je ne me suis pas opposée. J'aurais dû. Je suis désolée. Elle a continué à décrire en détail atroce comment Baptiste avait recherché différents poisons, choisissant finalement le méthanol parce qu'il était difficile à détecter et imiterait des causes naturelles. Elle a confirmé qu'elle avait aidé à obtenir le poison par l'entreprise de son père et qu'elle était au courant du plan pour me faire déclarer incapable afin qu'il puisse contrôler mes biens. Après la mort de Gérard, Baptiste a changé, a-t-elle continué. Il est devenu plus contrôlant, plus paranoïaque. Il avait peur que quelqu'un découvre ce que nous avions fait. Quand il m'a dit qu'il devait s'occuper d'Hélène aussi, j'ai réalisé jusqu'où les choses étaient allées, mais j'avais trop peur pour l'arrêter. Je suis désolée, Madame Dupont. Je suis tellement désolée. Son témoignage a été dévastateur pour la défense. Le visage de Baptiste s'était changé en pierre tandis que Damien semblait s'effondrer sur lui-même, comprenant enfin tout le poids de ce qu'ils avaient fait. Les avocats de la défense ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient, faisant venir un psychiatre qui a témoigné que Baptiste et Damien souffraient d'affluenza, une supposée condition où des individus privilégiés ne parviennent pas à comprendre les conséquences de leurs actions. La salle d'audience a effectivement ri de cette tentative désespérée. Après 5 jours de témoignages dévastateurs, les plaidoiries finales sont arrivées. La procureure Garnier était impitoyable. Baptiste et Damien Dupont ne sont pas des victimes des circonstances. Ce sont des prédateurs qui ont vu leurs propres parents comme des obstacles financiers qui devaient être éliminés. Ils ont planifié, exécuté et couvert le meurtre de Gérard Dupont et prévoyaient de faire la même chose à Hélène Dupont. Ils ne méritent pas la compassion. Ils méritent la justice. Le jury a délibéré pendant seulement 6 heures. Quand ils sont revenus, le silence dans la salle d'audience était absolu. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Alors que le juge lisait le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Baptiste Dupont et Damien Dupont pour l'accusation de meurtre au 1er degré de Gérard Dupont, nous déclarons les accusés coupables. La salle d'audience a éclaté en murmures et exclamations. Baptiste est resté impassible tandis que Damien a commencé à sangloter ouvertement. Pour l'accusation de conspiration en vue de commettre un meurtre contre Hélène Dupont, nous déclarons les accusés coupables. Le juge a procédé immédiatement au prononcé de la sentence. Baptiste Dupont et Damien Dupont, pour le meurtre prémédité de votre père et la conspiration pour assassiner votre mère, je vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Céline, qui avait plaidé coupable d'être complice après le fait, a reçu une peine de 10 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti un poids gigantesque se lever de mes épaules. La justice. Enfin, il y avait justice pour Gérard. Après le procès, de nombreuses personnes sont venues me serrer dans leurs bras et exprimer leur soutien. Martine a pleuré avec moi, non pas de tristesse, mais de soulagement. Hélène, Gérard peut reposer en paix maintenant, m'a-t-elle murmuré. Ce soir-là, je suis retournée dans ma maison, qui semblait maintenant différente. Ce n'était plus un lieu de douleur et de trahison. C'était de nouveau mon foyer. L'endroit où Gérard et moi avions été heureux pendant 42 ans. Michel est venu me rendre visite une semaine après le procès. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. « En paix »
ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis la mort de Gérard, je dors profondément. Je sais qu'il repose parce que sa mort n'est pas restée impunie. Et l'argent, l'assurance, les économies? J'ai fait don de l'argent de l'assurance vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux, ai-je expliqué. Cet argent était taché de sang. Je n'aurais jamais pu l'utiliser. Mes économies personnelles suffisent pour vivre modestement le reste de mes jours. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre avec des cachets postaux de prison. C'était de Baptiste. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je regrette tout. L'argent, les dettes, le désespoir, ils nous ont aveuglés. Nous avons perdu toute humanité. Damien et moi avons détruit la famille la plus aimante du monde pour 125 000 €, dont nous n'avons même pas profité. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici. Je n'arrête pas de voir le visage de papa. Je n'arrête pas d'entendre sa voix. Je me souviens de toutes les fois où il a essayé de nous enseigner ce qui compte vraiment dans la vie. Il disait toujours que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Je pensais qu'il disait ça juste parce que nous étions pauvres. Maintenant je comprends qu'il me disait la vérité la plus importante du monde. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes à cette lettre. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes jamais. Je voulais juste que tu saches que pas un jour ne passe sans que je regrette ce que j'ai fait. Ce que nous avons fait. Céline a demandé le divorce. Elle coopère avec les autorités sur d'autres affaires impliquant l'entreprise de sa famille. Je ne lui en veux pas. Je m'en veux à moi-même. Prends soin de toi, maman. Dis à papa qu'on est désolé d'avoir été de si mauvais fils. Baptiste. Je suis restée assise avec cette lettre pendant longtemps, mes émotions tourbillonnant. Une partie de moi voulait la froisser et la jeter. Une autre partie reconnaissait la petite étincelle d'humanité qui pouvait encore exister chez mon fils aîné. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête pour ça. Peut-être ne le serais-je jamais. 1 mois plus tard, une autre lettre est arrivée. Cette fois de Damien. Chère maman, je ne sais pas comment écrire cette lettre. Chaque fois que je commence, les mots semblent creux et inadéquats. Que puis-je dire à la mère dont j'ai aidé à tuer le mari? Quelle excuse pourrait jamais suffire? Je vois un psychologue de prison. Il m'aide à comprendre comment j'en suis arrivée là. J'ai toujours suivi Baptiste depuis que nous étions enfants. Je l'admirais, je voulais être comme lui. Quand il a commencé à parler de faire du mal à papa, j'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû en parler à quelqu'un, mais j'étais faible. J'étais un lâche. Je n'arrête pas de penser à l'atelier de papa. Comment il m'a proposé un travail là-bas quand j'ai eu mon bac. Comment je lui ai ri au nez. Je ne veux pas réparer des vélos toute ma vie, ai-je dit. Ce que je ne donnerais pas maintenant pour passer encore un jour dans cet atelier avec lui, à apprendre de lui, juste à être son fils. Le psychologue dit que je dois accepter la responsabilité de mes actes. C'est ce que j'essaie de faire. Je ne demande pas le pardon. J'essaie juste de comprendre moi-même comment une personne normale devient un monstre. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Damien. Cette lettre m'a affectée différemment. Damien avait toujours été le suiveur, celui qui cherchait l'approbation. Cela n'excusait pas ses actes, rien ne le pouvait, mais cela m'aidait à comprendre la dynamique toxique entre mes fils qui avait conduit à cette tragédie. J'ai décidé de répondre à Damien, non pas avec le pardon, mais avec l'honnêteté. Damien, j'ai reçu ta lettre. La douleur que tu as causée ne pourra jamais être effacée, mais je reconnais ta tentative de comprendre ce que tu as fait. Ton père croyait que chaque personne, peu importe jusqu'où elle est tombée, a la capacité de reconnaître ses erreurs et d'essayer de devenir meilleure. Pas pour les autres, mais pour elle-même. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. Certaines blessures sont peut-être trop profondes pour guérir complètement. Mais je veux que tu saches que je t'entends. Continue de parler au psychologue. Continue d'essayer de comprendre comment tu en es arrivé à ce chemin. Pas pour moi. Pas pour Gérard. Mais pour toi-même. Hélène. Le parcours de Baptiste a pris un tournant plus sombre. 3 mois après sa première lettre, j'ai reçu un appel du directeur de la prison. Baptiste avait tenté de se suicider dans sa cellule. Il avait survécu, mais était maintenant sous surveillance anti-suicide. Je me suis sentie engourdie à cette nouvelle. Une autre tragédie empilée sur tant d'autres. J'ai décidé de ne rendre visite à aucun d'eux en prison. Peut-être qu'un jour je trouverai la force, mais pour l'instant les blessures étaient encore trop vives. Les lettres suffisaient, un fil ténu me connectant à ce qui restait de mes fils. Le divorce de Céline d'avec Baptiste a été finalisé rapidement. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, elle a fourni des preuves contre l'entreprise de son père pour avoir fourni des produits chimiques contrôlés à des individus non autorisés.
L'enquête qui en a résulté a découvert un réseau d'activités illégales qui a conduit à de multiples arrestations et à la fermeture de l'entreprise. Par un étrange coup du sort, la petite fille de Martine s'est avérée être une avocate spécialisée dans la défense des victimes. Elle m'a aidé à créer la Fondation Gérard Dupont pour les victimes de crimes familiaux avec l'argent de l'assurance. La fondation fournissait un soutien juridique et émotionnel aux personnes qui avaient subi la trahison et la violence de leurs propres membres de famille. Le travail m'a donné un but dans mes jours les plus sombres. Chaque personne que nous aidions ressemblait à une petite victoire contre les ténèbres qui avaient consumé mes fils. Ce n'était pas exactement la guérison, mais c'était un mouvement vers l'avant, un moyen de créer du sens à partir d'une tragédie insensée. Michel est resté une présence constante dans ma vie. Au début, il n'était que l'enquêteur qui m'avait aidé à trouver justice. Puis il est devenu un ami, quelqu'un qui comprenait la profondeur de ma perte parce qu'il en avait été témoin depuis le début. Tu fais un travail important, m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur ma terrasse, comme Gérard et moi le faisions autrefois. Gérard serait fier. Tu crois ? Ai-je demandé. Parfois je m'inquiète de ne faire que fuir la douleur. Non, a dit Michel fermement. Tu cours vers quelque chose. Tu aides des gens qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner. Ce n'est pas de la fuite. C'est du courage. 1 an après le procès, j'ai finalement trouvé la force de vider les chambres d'enfance de Baptiste et Damien. Chaque jouet, chaque livre, chaque photographie était un rappel des enfants qu'ils avaient été. Innocents, aimants, pleins de potentiel. J'ai gardé quelques souvenirs précieux, mais j'ai donné la plupart de leurs affaires à une œuvre caritative locale pour enfants. En triant le vieux bureau de Damien, j'ai trouvé une carte de fête des pères qu'il avait fabriquée à l'école primaire. À l'intérieur, dans l'écriture inégale d'un enfant, on pouvait lire « Au meilleur papa du monde. Je veux être exactement comme toi quand je serai grand. » L'ironie était trop douloureuse à supporter. Dans la chambre de Baptiste, j'ai trouvé une vieille photographie de lui à 10 ans, tenant fièrement un vélo que lui et Gérard avaient réparé ensemble. La joie sur son visage, la fierté dans son accomplissement. Où était passé ce garçon ? À quel moment l'argent et le statut étaient-ils devenus plus importants que l'amour et l'intégrité ? Ces questions me hantaient, mais j'ai progressivement appris à vivre avec elles, comprenant que certains mystères du cœur humain ne seraient peut-être jamais complètement résolus. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour terrible au cimetière, quand j'ai reçu le premier message qui a changé ma vie à jamais. Aujourd'hui, j'ai 71 ans et mes cheveux complètement blancs reflètent toutes les tempêtes que j'ai affrontées et surmontées. Mais mes yeux, me dit Martine, brillent d'une paix qu'ils n'avaient pas avant. La maison où Gérard et moi avons construit nos rêves est toujours mon refuge. J'ai fait quelques améliorations avec l'argent que j'avais économisé. J'ai peint les murs d'un jaune doux, la couleur préférée de Gérard, et j'ai transformé son ancien atelier en le plus beau jardin du quartier. Des roses rouges, des œillets blancs, des tournesols qui cherchent toujours le soleil, tout comme il m'avait appris à le faire pendant nos années les plus difficiles. Michel Bernard est devenu plus que juste l'enquêteur qui m'a aidé à obtenir justice. Il est devenu ma famille choisie. Il vient me rendre visite chaque mercredi après-midi et nous buvons du café sur la terrasse pendant qu'il me raconte des histoires de ses autres affaires. Il me demande parfois si je regrette d'avoir dénoncé mes propres fils. S'il n'aurait pas été préférable de garder le secret et de vivre avec le mensonge. Jamais, je réponds toujours. La vérité fait mal, mais les mensonges tuent l'âme. La Fondation Gérard Dupont est devenue quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Nous aidons maintenant des dizaines de familles chaque année qui ont traversé des tragédies similaires à la mienne. Nous avons des psychologues, des avocats et des détectives privés, tous travaillant pour qu'aucune autre famille n'ait à souffrir en silence ce que j'ai souffert. Il y a 6 mois, une femme de 40 ans est venue me voir. Elle s'appelait Éléonore, et elle soupçonnait son frère d'avoir assassiné leur mère pour l'héritage. Son histoire était douloureusement similaire à la mienne. Des proches cupides, des pressions pour vendre des propriétés, un comportement étrange après le décès. La Fondation lui a fourni un détective privé, des conseils juridiques gratuits et un soutien psychologique tout au long du processus. Quand son frère a été reconnu coupable de meurtre 3 mois plus tard, Éléonore est venue me serrer dans ses bras en pleurant. « Madame Dupont, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas eu le courage de dénoncer vos propres fils, je n'aurais jamais eu le courage de dénoncer le mien. » Ce sont ces moments qui me rappellent pourquoi toute la douleur que j'ai traversée en valait la peine. Baptiste est toujours en prison, bien que sa tentative de suicide lui ait laissé des séquelles permanentes. Les médecins disent qu'il souffre de dépression chronique et nécessite une médication constante. Il écrit occasionnellement, ses lettres plus cohérentes maintenant, remplies de réflexions sur ses crimes et la personne qu'il était autrefois. Damien a pris un chemin différent.
Après 5 ans de thérapie et de programmes de réhabilitation, il est devenu conseiller entre pairs pour d'autres détenus, partageant son histoire comme un avertissement sur le pouvoir destructeur de la cupidité et l'importance de s'élever contre le mal, même quand il vient de ceux que vous aimez. J'ai rendu visite à Damien 2 fois maintenant. Nos conversations sont difficiles, remplies de longs silences et de souvenirs douloureux. Mais il y a aussi un fil fragile de compréhension qui commence à se former. Pas le pardon. Certaines choses sont peut-être au-delà du pardon. Mais peut-être une reconnaissance que les êtres humains sont complexes, capables à la fois d'un mal terrible et d'un remords sincère. Je ne comprendrai jamais comment tu as trouvé la force de faire ce que tu as fait, m'a dit Damien lors de ma dernière visite. Nous dénoncer, nous affronter au tribunal, reconstruire une vie après. Je n'avais pas le choix, ai-je répondu simplement. Ton père méritait justice et je mérite de vivre sans peur. Je n'ai jamais rendu visite à Baptiste. Ses lettres indiquent qu'il n'est pas prêt pour cette confrontation, et à vrai dire, moi non plus. Certaines blessures ne guériront peut-être jamais complètement. Céline a été libérée en conditionnel après avoir purgé 5 ans. Elle a déménagé dans une autre région et, selon les sources de Michel, travaille dans un foyer pour femmes, essayant à sa manière d'expier son rôle dans la destruction de notre famille. J'ai reçu une lettre dès le Noël dernier, une simple carte avec les mots « Je suis désolé » écrits à l'intérieur. Rien de plus n'avait besoin d'être dit. Le dimanche, je visite encore la tombe de Gérard. J'apporte des fleurs fraîches du jardin, qui était autrefois son atelier, et je lui parle de ma semaine. Je lui parle de la fondation, des familles que nous avons aidées, des lettres de remerciement que j'ai reçues de personnes qui ont trouvé justice grâce à notre histoire. J'ai fait changer sa pierre tombale. Elle se lit maintenant. Gérard Dupont. Époux bien-aimé. Père trahi. Homme honorable. Son amour était plus fort que sa mort. Parfois, des visiteurs du cimetière me voient parler à sa tombe et pensent probablement que je ne suis qu'une vieille femme folle. Mais je sais mieux. Je sais que quelque part, d'une façon ou d'une autre, Gérard m'entend. Il sait que justice a été rendue et que son sacrifice n'a pas été vain. Tu sais ce qui est le plus étrange, mon amour ? Ai-je dit lors de ma dernière visite. Je ne ressens plus de douleur quand je pense à Baptiste et Damien. Je ne ressens que de la pitié. De la pitié parce qu'ils avaient tout l'amour du monde et ils ont choisi la haine. Ils avaient une famille qui les adorait et ils ont choisi la trahison. Ils avaient l'opportunité d'être des hommes honorables comme toi et ils ont choisi d'être des meurtriers. La semaine dernière, une journaliste de la ville est venue m'interviewer pour un documentaire sur les crimes familiaux. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je voulais dire à d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires. La famille n'est pas une excuse pour le crime, ai-je répondu. L'amour n'est pas aveugle. L'amour avec des limites est le vrai amour. Si quelqu'un qui dit vous aimer est capable de vous faire du mal pour de l'argent ou par commodité, cette personne ne vous aime pas vraiment. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour chercher justice, peu importe qui est le coupable. Cette année, pour le 5e anniversaire de la mort de Gérard, j'ai organisé une cérémonie spéciale en sa mémoire. Plus de 200 personnes sont venues. Des voisins, des membres de la fondation, des familles que nous avons aidées, des autorités locales. C'était beau de voir comment sa mort, qui avait commencé comme une tragédie, était devenue une force pour le bien dans tant de vies. Michel a fait un discours émouvant. Gérard Dupont est mort à cause de la cupidité de ses fils, mais son héritage vit dans chaque famille qui trouve justice grâce au courage de sa femme. Le mal a essayé de détruire son histoire. Mais le bien l'a transformé en espoir pour les autres. Le soir, avant de m'endormir, je sors parfois les vieilles photographies de quand Baptiste et Damien étaient enfants. Je les vois jouer dans le jardin, serrer leur père dans leurs bras, rire avec moi au Noël passé. Je me permets de pleurer pour ces enfants innocents qui ont autrefois existé avant que la cupidité ne les corrompe complètement. Mais je ne pleure plus pour les hommes qu'ils sont devenus. Ces hommes ont choisi leur destin. Mon histoire a fini par être plus grande que ma tragédie personnelle. Elle est devenue un symbole que la justice est possible, même quand elle vient des sources les plus inattendues. Une veuve de 66 ans a prouvé que la vérité est plus puissante que les mensonges, que le vrai amour est plus fort que la trahison, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Demain, c'est mercredi, et Michel viendra prendre le café comme toujours. Je préparerai sa pâtisserie préférée et je lui parlerai des lettres de remerciement qui sont arrivées cette semaine. Ensuite, nous travaillerons ensemble dans le jardin, plantant de nouvelles fleurs pour le printemps. La vie continue, plus simple, mais plus authentique qu'avant. J'ai appris que la vraie famille n'est pas une question de sang partagé, mais de valeurs partagées, de respect mutuel et d'un amour qui ne se transforme jamais en mal. Gérard, où que tu sois, j'espère que tu sais que j'ai tenu la promesse que je t'ai faite près de ta tombe ce jour terrible. J'ai trouvé la vérité. J'ai cherché la justice, et j'ai transformé notre douleur en espoir pour les autres.
Ta mort n'a pas été vaine, mon amour. Les saisons ont continué à défiler comme les pages d'un livre que personne ne peut arrêter. Le printemps suivant le 5e anniversaire de la mort de Gérard, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais longtemps repoussé. J'ai ouvert la boîte en métal qui contenait tous les souvenirs de notre vie ensemble. Les premières photos de notre mariage, les dessins que Baptiste et Damien avaient faits à l'école primaire, les cartes postales des rares vacances que nous avions pu nous offrir. Chaque objet racontait une histoire, chaque photographie capturait un moment de bonheur qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. En fouillant dans cette boîte, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Une lettre que Gérard m'avait écrite pour notre 20e anniversaire de mariage. Les mots, écrits de sa main ferme et aimante, m'ont fait pleurer de nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude. Ma chère Hélène, 20 ans ont passé depuis le jour où tu as accepté de partager ta vie avec moi. Je n'ai jamais été un homme de grande parole, tu le sais. Mais aujourd'hui, je veux te dire ce que je ressens depuis le premier jour où je t'ai vu marcher vers le marché dans ta robe verte. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Nos fils grandissent et je prie chaque jour pour qu'ils deviennent des hommes bons, des hommes qui comprennent que la vraie richesse n'est pas dans le portefeuille mais dans le cœur. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose avec certitude. Mon amour pour toi ne faiblira jamais, quoi qu'il arrive. Toujours à toi, Gérard. Cette lettre m'a rappelé l'homme qu'il était vraiment. Un homme simple avec un cœur immense. Un homme qui avait travaillé toute sa vie pour nous donner le meilleur qu'il pouvait. Un homme qui méritait tellement mieux que la fin qu'il avait eue. J'ai encadré cette lettre et l'ai accrochée dans le salon, là où tout le monde pouvait la voir. C'était ma façon de garder son esprit vivant, de rappeler à tous ceux qui entraient dans ma maison quel genre d'homme Gérard Dupont avait été. La Fondation Gérard Dupont a continué à grandir au fil des années. Nous avons ouvert un bureau permanent dans la ville voisine et embauché 3 employés à temps plein. Les dons affluaient de partout, de familles reconnaissantes que nous avions aidées, d'entreprises locales qui voulaient soutenir notre cause, même de parfaits inconnus qui avaient entendu notre histoire et voulaient contribuer à notre mission. Un jour, une enveloppe est arrivée sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait un chèque de 10 000 € et un simple mot. Pour la Fondation Gérard Dupont, parce que personne ne devrait traverser seul ce que vous avez traversé. J'ai pleuré en lisant ces mots. Pas de tristesse, mais d'émerveillement devant la bonté qui existait encore dans ce monde. Chaque jour, je recevais des preuves que l'humanité n'était pas perdue, que pour chaque Baptiste et Damien, il y avait des dizaines de personnes prêtes à aider, à soutenir, à montrer de la compassion. Martine est restée ma meilleure amie jusqu'à la fin. Elle est décédée paisiblement dans son sommeil 2 ans après le procès, entourée de sa famille. J'ai prononcé l'éloge funèbre à ses funérailles, racontant comment elle avait été mon roc pendant les moments les plus sombres de ma vie. Sans Martine, ai-je dit ce jour-là, je ne sais pas si j'aurais eu la force de continuer. Elle m'a montré ce que signifie être un vrai ami, quelqu'un qui reste à vos côtés même quand le monde entier semble s'effondrer. La petite fille de Martine, l'avocate qui nous avait aidés à établir la fondation, a repris le flambeau de sa grand-mère. Elle est devenue une partie intégrante de notre équipe, apportant son expertise juridique et son dévouement inébranlable à notre cause. Parfois, je la regarde et je vois le même feu dans ses yeux que celui qui brillait dans ceux de Martine. C'est comme si mon amie était encore là d'une certaine façon, vivant à travers les générations qui suivent. Michel et moi sommes devenus inséparables avec le temps. Pas de manière romantique, nous avions tous les deux trop perdu pour chercher ce genre d'amour à nouveau. Mais d'une façon plus profonde, peut-être. Nous étions des compagnons de route, 2 âmes marquées par la tragédie qui avaient trouvé du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Chaque mercredi après-midi, sans exception, ils venaient prendre le café. Nous parlions de tout et de rien, des affaires sur lesquelles ils travaillaient, des familles que la Fondation aidait, de nos souvenirs du passé. Parfois, nous restions simplement assis en silence, regardant le soleil se coucher sur le jardin que j'avais créé à la place de l'atelier de Gérard. Ces moments de silence étaient souvent les plus précieux. Ils me rappelaient les soirées tranquilles avec Gérard, quand les mots n'étaient pas nécessaires pour communiquer. Un jour, Michel m'a apporté une photo qu'il avait trouvée dans ses vieux dossiers. C'était une image de Gérard et moi, prise lors de notre entretien initial il y a des années. Je ne me souvenais même pas que cette photo avait été prise. Sur l'image, Gérard avait l'air inquiet mais déterminé, tandis que je souriais nerveusement à l'objectif. « Je voulais que tu l'aies », a dit Michel. C'était un homme courageux, ton Gérard. Même face à ce qu'il soupçonnait de ses propres fils, il a pensé d'abord à te protéger. J'ai ajouté cette photo à ma collection, la plaçant à côté de notre photo de mariage. 2 moments capturés dans le temps, séparés par des décennies, mais liés par le même fil d'amour et de dévotion. Les années ont passé, et j'ai finalement trouvé une certaine paix avec ce qui s'était passé. Non pas le pardon, je n'étais pas sûre de jamais pouvoir offrir cela à Baptiste et Damien.
Mais une acceptation que la vie était ce qu'elle était, que certaines choses étaient hors de mon contrôle, et que mon rôle maintenant était de faire le bien avec le temps qui me restait. J'ai commencé à écrire des lettres à d'autres mères qui traversaient des situations similaires. Des femmes qui avaient découvert que leurs propres enfants étaient capables d'actes impensables. Je leur racontais mon histoire, pas pour me glorifier, mais pour leur montrer qu'elles n'étaient pas seules. Que la douleur qu'elles ressentaient était normale. Que chercher justice n'était pas une trahison de leur amour maternel, mais au contraire, l'expression ultime de cet amour. Ces lettres sont devenues un livre que la Fondation a publié. Les mères trahies s'appelait-il, et il racontait non seulement mon histoire, mais aussi celle de dizaines d'autres femmes qui avaient fait face à des situations similaires. Le livre est devenu un best-seller local, puis national, attirant l'attention sur un problème dont personne ne voulait parler. Les crimes familiaux, les trahisons les plus intimes, les blessures les plus profondes. Lors d'une séance de dédicace pour le livre, une jeune femme s'est approchée de moi avec des larmes aux yeux. Elle ne pouvait pas parler, mais elle m'a serré dans ses bras pendant une longue minute. Quand elle s'est finalement reculée, elle m'a glissé un mot dans la main avant de disparaître dans la foule. Plus tard, j'ai lu ce mot. Votre livre m'a donné le courage de quitter mon mari violent. Merci de m'avoir montré que je méritais mieux. Ce moment m'a confirmé que tout ce que j'avais traversé avait un but. Ma douleur n'était pas vaine. Elle était devenue un pont vers d'autres âmes souffrantes, un phare dans l'obscurité pour ceux qui cherchaient un chemin vers la lumière. Aujourd'hui, alors que je m'assois sur cette terrasse où Gérard et moi avons passé tant de soirées tranquilles, je réfléchis au voyage que j'ai parcouru. De la jeune femme qui nettoyait des maisons pour soutenir sa mère malade, à l'épouse dévouée d'un réparateur de vélo, à la mère de 2 garçons que j'aimais plus que ma propre vie, à la veuve d'un homme assassiné par ces mêmes garçons, et finalement, à la fondatrice d'une organisation qui a aidé des centaines de familles à trouver justice et guérison. Chaque étape de ce voyage m'a façonnée. Chaque épreuve m'a rendue plus forte. Chaque larme versée m'a enseigné quelque chose de nouveau sur la nature humaine, sur l'amour, sur la résilience de l'esprit humain. Je ne suis plus la femme brisée qui se tenait près du cercueil de son mari il y a tant d'années. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a été forgé dans le feu de la tragédie et qui en est sorti, non pas indemne, mais transformé. Les roses dans mon jardin sont en pleine floraison ce matin. Les tournesols se tournent vers le soleil levant, exactement comme Gérard disait qu'il le ferait. Les œillets blancs parfument l'air d'une fragrance douce et apaisante. Ce jardin, construit sur l'emplacement de l'atelier où mon mari a passé tant d'années de sa vie, est devenu un sanctuaire. Un lieu où je peux me souvenir de lui parler, sentir sa présence. Chaque fleur que je plante est un hommage à son souvenir. Chaque nouvelle pousse est un symbole de la vie qui continue, même après la pluie. Grande des pertes. Les enfants du quartier viennent parfois jouer près de mon jardin. Ils admirent les couleurs vives des fleurs, posent des questions sur les différentes variétés, me demandent pourquoi le jardin est si beau. Je leur raconte toujours l'histoire de Gérard, de l'homme merveilleux qui réparait des vélos et rendait les gens heureux. Je leur dis qu'il aimait le soleil et la vie, et que ce jardin est ma façon de garder son esprit vivant. Certains de ces enfants m'appellent mamie maintenant. Cette simple appellation me remplit de joie, car elle me rappelle que la vie continue, que de nouvelles générations grandissent, que l'espoir existe toujours. Même si mes propres fils m'ont trahi, il y a d'autres enfants dans ce monde qui ont besoin d'amour et de guidance. Et je peux leur offrir cela, à ma manière modeste. Parfois, lors des chaudes soirées d'été, je m'assois sur ma terrasse et je regarde le soleil se coucher derrière les collines. Ces moments de tranquillité sont précieux. Ils me permettent de réfléchir, de me souvenir, d'apprécier tout ce que j'ai encore malgré tout ce que j'ai perdu. Car oui, j'ai perdu beaucoup. Un mari. 2 fils, d'une certaine manière. L'innocence de croire que l'amour familial est inconditionnel, éternel. Mais j'ai aussi gagné des choses. Une nouvelle famille d'amis. Un but dans la vie à travers la fondation. La paix intérieure de savoir que j'ai fait ce qui était juste. Et surtout, la certitude que l'amour de Gérard m'accompagne toujours, me guide, me protège depuis l'au-delà. Je sais que mes jours sur cette terre sont comptés. À 71 ans, je ne suis plus une jeune femme. Mes cheveux sont blancs, mes mains sont ridées, mes pas sont plus lents qu'autrefois. Mais mon cœur, ce cœur qui a été brisé et reconstruit tant de fois, bat toujours avec la même force, la même détermination, le même amour pour la vie. Quand mon heure viendra, j'espère rejoindre Gérard où qu'il soit. J'ai hâte de lui raconter tout ce qui s'est passé depuis son départ, de lui montrer ce que j'ai accompli en son nom, de lui dire combien il m'a manqué chaque jour de ces longues années sans lui. Mais jusqu'à ce jour, je continuerai à vivre. À aider les autres. À honorer la mémoire de l'homme qui était mon partenaire, mon refuge, ma raison de vivre pendant 42 ans. Parce que c'est ce que Gérard aurait voulu. Et parce que c'est ce que je veux aussi. Mon histoire vous a-t-elle plu? De quelle ville me regardez-vous?
Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres histoires comme celle-ci. Merci infiniment pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur cette histoire. Sur l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour la prochaine histoire de vie. Mais avant de nous quitter, laissez-moi vous partager une dernière réflexion. Au cours de ces 5 années depuis la mort de Gérard, j'ai beaucoup appris sur la nature humaine. J'ai appris que l'amour, aussi profond et sincère soit-il, ne peut pas toujours protéger ceux que nous aimons. J'ai appris que les liens du sang ne garantissent pas la loyauté ou la bonté. J'ai appris que parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui peuvent nous faire le plus de mal. Mais j'ai aussi appris des choses plus lumineuses. J'ai appris que la gentillesse existe partout, même dans les endroits les plus inattendus. J'ai appris que les étrangers peuvent devenir une famille, que l'amitié peut survivre aux pires tempêtes, que la justice, même si elle arrive tardivement, peut apporter une forme de paix. J'ai appris que nous avons tous le pouvoir de transformer notre douleur en quelque chose de beau, de transformer notre tragédie en un outil pour aider les autres. La Fondation Gérard Dupont est la preuve vivante de cette transformation. Chaque famille que nous aidons, chaque victime que nous soutenons, chaque vie que nous touchons, tout cela est le résultat de la pire chose qui me soit jamais arrivée. Si je pouvais remonter le temps et changer les choses, le ferais-je? Bien sûr. Je donnerais tout pour avoir Gérard de retour, pour avoir des fils qui m'aiment vraiment, pour avoir la famille simple et heureuse que nous étions autrefois. Mais puisque cela est impossible, j'ai choisi de faire la seule chose qui reste. Avancer. Aider. Vivre. Chaque matin, quand je me réveille dans cette maison pleine de souvenirs, je fais le choix conscient de continuer. Je me lève, je prépare mon café, je sors dans mon jardin et je parle aux fleurs comme si elles pouvaient m'entendre. Peut-être qu'elles le peuvent. Peut-être que Gérard m'entend à travers elles. Peut-être que chaque pétale de rose, chaque feuille de tournesol, chaque bourgeon d'œillet porte un peu de son esprit, de son amour, de sa présence. Cette pensée me réconforte les jours difficiles. Elle me donne la force de continuer quand les souvenirs deviennent trop lourds, quand les lettres de la prison me rappellent ce que j'ai perdu, quand je vois des familles heureuses dans la rue et que je me demande pourquoi la mienne n'a pas pu rester ainsi. Mais ces moments de faiblesse passent, comme passent les nuages après une tempête. Et quand le soleil revient, je suis là, debout, plus forte qu'avant, prête à affronter un nouveau jour. C'est ce que Gérard aurait voulu. C'est ce qu'il m'a appris pendant nos 42 ans ensemble. Se relever. Toujours se relever. Peu importe combien de fois la vie vous fait tomber. À tous ceux qui écoutent cette histoire, à tous ceux qui traversent leurs propres épreuves, je veux dire ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La douleur que vous ressentez maintenant, aussi insurmontable qu'elle puisse sembler, ne définira pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous allez répondre à ce que la vie vous inflige. Choisissez la vérité. Choisissez la justice. Choisissez l'amour. Et surtout, choisissez vous-même. Vous méritez la paix. Vous méritez le bonheur. Vous méritez une vie libre de la peur et du mensonge. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe qui vous a fait du mal, vous méritez de vous relever et de reconstruire votre vie sur des fondations solides de vérité et de dignité. Gérard m'a enseigné cette leçon, et je vous la transmets aujourd'hui. L'amour ne faillit jamais. Ces mots, gravés dans le bois de son atelier il y a tant d'années, sont devenus mon mantra, ma prière, ma raison de continuer. Et maintenant, ils sont les vôtres aussi. Prenez-les. Gardez-les dans votre cœur. Laissez-les vous guider à travers vos propres tempêtes. Car l'amour, le vrai amour, celui qui cherche toujours le bien de l'autre, celui qui est prêt à se battre pour la vérité et la justice, cet amour-là ne meurt jamais. Il vit dans nos actions. Il vit dans notre courage. Il vit dans notre refus de laisser le mal triompher. Voilà mon héritage. Voilà ce que je laisse derrière moi. Non pas une histoire de tragédie et de trahison, mais une histoire de résilience et d'espoir. Une histoire qui prouve que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut être trouvée. Et cette lumière, mes amis, c'est vous qui l'allumez. Chaque fois que vous choisissez de faire le bien. Chaque fois que vous refusez de rester silencieux face à l'injustice. Chaque fois que vous tendez la main à quelqu'un qui souffre. Vous êtes cette lumière. Et ensemble, nous pouvons illuminer le monde entier. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et rappelez-vous toujours, quoi qu'il arrive, l'amour ne faillit jamais. Maintenant, je vais retourner à mon jardin, où les roses de Gérard m'attendent. Le soleil brille aujourd'hui sur Fontaine-les-Prés, et quelque part, je suis sûre, mon mari sourit en me regardant avancer. Un pas à la fois. Toujours un pas à la fois. Vers un avenir que nous construisons ensemble,
les vivants et ceux qui nous ont quittés mais ne nous ont jamais vraiment abandonnés. Car l'amour, vous l'avez compris maintenant, est la seule chose qui survit à tout. Même à la mort. Même à la trahison. Même au temps qui passe et emporte tout sur son passage. L'amour reste. Toujours. Et c'est dans cet amour que je trouve ma force, mon but et ma paix.